Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce matin, parce qu'on a l'habitude de se retrouver les lundis soirs à 21h, mais ce matin, une intervention spéciale de Claire Dahan. Bonjour Claire. Bonjour Yardena. Alors Claire, tu es psychologue clinicienne, tu es psychothérapeute, tu es praticienne également en hypnose, en EMDR, tu es coach certifié et spécialisée en périnatalité et en psychotrauma. Et Oui. ce matin, Claire, tu vas nous parler de comment parler à nos enfants des agressions sexuelles qui a eu lieu dans la communauté. Tout à fait. Alors, c'est un sujet très délicat. Alors, comme Yardena vous a dit, je suis psychologue clinicienne. Je suis installée à Paris, j'exerce depuis 18 ans. Et en tant que psychologue spécialisée dans le psychotrauma et pour recevoir des enfants, eh bien, forcément, je reçois des enfants qui sont soumis à ces problématiques, des enfants que je traite en psychothérapie, des enfants ou des anciens enfants, des adultes qui racontent ces choses-là. Alors, je voulais déjà vous remercier de votre confiance parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat et c'est souvent un sujet qu'on a tendance à repousser parce qu'on ne connaît pas les mots et parce que nous-mêmes, ça nous rend extrêmement mal à l'aise de s'exprimer vis-à-vis de nos enfants. On a peur de leurs questions. On sait très bien que les enfants vont poser une question et puis une autre et puis une autre. Et surtout, on veut avoir le ton juste, c'est-à-dire dire la vérité sans être anxiogène. Donc, merci de votre confiance. Je tiens également à préciser qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet qui sont faits par des psychologues et qui sont pour la prévention et pour tous les âges. Donc, je vous invite à regarder. J'ai pas de recommandations en particulier. Ils sont tous très bien faits. Ceux qui sont faits par des psychologues, en tout cas, et pédopsychiatres sont très bien faits. Voilà. Donc, j'ai fait cette intervention parce qu'on m'a sollicité à plusieurs reprises par rapport à ce qui s'est passé récemment, dont je vais parler, pour savoir comment on fait pour parler aux enfants. Donc vous avez, alors je précise que cette première partie d'intervention, les enfants peuvent assister, ou en tout cas s'ils ne sont pas là, vous pouvez leur faire réécouter le replay lorsqu'il aura lieu. Et dans un deuxième temps, je vous demanderai, puisque là, c'est des mots qui sont adaptés aux enfants à partir de 7-8 ans, dans un deuxième temps, je vous inviterai à poser vos questions sans les enfants pour qu'on puisse s'exprimer de manière plus libre et que vous puissiez poser des questions d'adultes, j'ai envie de dire. En tout cas, dans cette première partie, les enfants peuvent tout à fait suivre ce qui va être dit. Alors, on peut dire aux enfants, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu des problèmes sur des enfants dans une école. Alors, je voulais vous dire que les enfants parlent beaucoup entre eux. On n'est pas les seuls interlocuteurs de nos enfants, on n'est pas les seuls à leur parler du monde qui nous entoure et de ce qui se passe. Et donc, il me semble pertinent, plutôt que nos enfants en entendent parler par d'autres copains et copines, il me semble pertinent de leur en parler et de faire ce qu'on appelle notre prévention, puisqu'en tant qu'adultes et en tant que parents, notre rôle, c'est de protéger nos enfants. Alors, il faut simplement dire aux enfants, donc tu as peut-être entendu parler de ce qui s'est passé dans une école, ces problèmes sont en lien avec des gens qui ont atteint l'intimité des autres, l'intimité des autres enfants. Et on va expliquer ce que c'est que atteindre l'intimité, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'atteindre l'intimité? En termes de mots, on va rester là-dessus, d'accord? Et puis ensuite, on va expliquer et on s'exprimera dans des termes très simples et très adaptés pour leur âge et adaptés aussi à leur demande. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on fait de la prévention, ils n'ont pas de demande. Ensuite, quand les enfants ont d'autres questions, on va plus rentrer dans le sujet, mais pour l'instant, dans la prévention, il n'y a pas de demande. Donc, on explique tout à fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'atteindre l'intimité? Atteindre l'intimité, ça a un rapport avec le corps. Il faut expliquer que personne n'a de droit sur notre corps. Alors, comme on dit aux enfants, ton corps t'appartient, mais on va expliquer un peu ce que ça veut dire. Ton corps t'appartient, personne n'a de droit sur ton corps. Ça veut dire que notre corps, moi je dis aux enfants, c'est notre propriété. C'est privé, c'est précieux. Hein, je peux leur dire, bah, tu vois, parfois, tu vois, propriété privée, défense d'entrée. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Ton corps, c'est ta propriété, ça t'appartient. C'est-à-dire que si notre corps est malade, c'est nous qui sommes malades. Si notre corps est blessé, c'est nous qui sommes blessés. Et notre corps, ça appartient à nous et à personne d'autre. Personne n'a le droit de le toucher, de le prendre. C'est un petit peu comme un objet précieux, entre guillemets.
un objet précieux, on pourrait même le cacher dans un placard parce qu'on veut que personne le touche, le regarde. Alors, il ne s'agit pas de planquer son corps dans le placard, mais de donner cette image que finalement, c'est quelque chose de précieux, d'important, c'est quelque chose qui nous accompagne et tout au long de notre vie et dont on doit prendre soin. Et puis ensuite, on va expliquer ce que c'est les parties intimes, d'accord? Donc, il y a ton corps t'appartient. Et qu'est-ce que c'est qu'atteindre à l'intimité? C'est atteindre les parties intimes. C'est quoi les parties intimes? On explique très simplement. Pour les petits garçons, c'est ce qu'il y a dans ton slip. Pour les petites filles, c'est ce qu'il y a dans ta culotte. Et puis, quand elles grandissent, c'est ce qu'il va y avoir dans le haut du corps, la poitrine. On peut dire, par exemple, tout ce qui est couvert par un maillot de bain. On explique tout simplement dans des mots très simples. Et on explique que les parties intimes, elles sont plus privées que les autres. Hein. On peut leur dire, bah, tu vois, tu peux montrer tes bras, montrer ton visage, montrer voilà, tes jambes, etc. Mais ces parties-là, tu peux pas les montrer. Et d'ailleurs, les dessous, les sous-vêtements, ça sert à ça, à protéger ces parties. Et l'intimité, personne n'a le droit de la montrer, personne n'a le droit de la regarder, personne n'a le droit de nous obliger à la regarder. Et bien sûr, personne n'a le droit de la toucher ou bien de nous demander de toucher ces parties intimes. Ça, c'est atteindre l'intimité. Et atteindre l'intimité, eh bien, c'est interdit par la loi. Alors, je pense que c'est très important de rappeler la loi aux enfants. Les enfants, ils savent très bien depuis leur plus jeune âge. On leur dit, c'est interdit, la police, c'est des termes, il y a des tas de petits dessins animés. Enfin, la police, ça fait partie des figures, des petites choses avec lesquelles les enfants jouent dès leur plus jeune âge. Et on peut leur dire, ça, c'est interdit par la loi et c'est punissable par la loi. Et puis ensuite, expliquer que personne n'a le droit d'atteindre à l'intimité, même un professeur, même un oncle, même un grand-père, même un directeur d'école, même un surveillant, et moi je leur dis parfois aux enfants, même le président de la République. C'est-à-dire même les gens qui ont autorité sur toi. Alors, les gens qui ont autorité sur toi, par exemple, c'est tes parents aussi. Mais tes parents, à partir du moment où tu sais te laver tout seul, tes parents, donc en général, c'est 3-4 ans, tes parents n'ont plus besoin de toucher ton intimité, n'ont plus besoin de regarder ton intimité, sauf, bien sûr, si tu as une douleur, un problème, une maladie. À ce moment-là, évidemment, ils vont s'occuper de toi, prendre soin de toi, mais c'est dans le cadre du soin. C'est important aussi d'expliquer que les parents n'ont pas de droit sur notre corps. D'ailleurs, on peut rappeler ces choses-là à l'occasion d'une visite chez le médecin, par exemple. Leur dire, bah, tu vois, on va aller voir le pédiatre, tu as tel et tel problème, et il est possible que le pédiatre t'examine, et c'est OK, parce que c'est dans un cadre, d'accord? Et si un adulte fait ça hors de ce cadre de soins, alors c'est interdit, c'est puni par la loi. J'attire votre attention aussi sur le fait que, parce que je parlais des parents, du droit des parents sur le corps de leurs enfants, on frappe avant d'entrer à la salle de bain, on frappe avant d'entrer dans la chambre, soit même quand on prend une douche, un bain, on ferme la porte. Ça déjà, ça évite les discours, c'est l'exemple, un exemple pas seulement de pudeur, mais de protection de l'intimité de soi et des autres. Alors, donc, ce qu'il faut après expliquer, c'est que même quelqu'un qui a droit de nous donner des ordres ne peut pas donner des ordres comme ça, comme toucher notre corps, comme se faire toucher, comme regarder, comme montrer, d'accord? Et ça, c'est important d'expliquer que, par exemple, un prof, il a le droit de t'obliger à faire tes devoirs, de te donner des ordres, de te dire sors ton cahier, arrête de bavarder, ça, c'est OK. Et par contre, c'est pas OK de te demander de te déshabiller ou de se déshabiller devant toi, quel que soit le contexte. On peut donner des exemples, on peut dire, bah, tu vois, un chauffeur de bus, il peut te dire, valide ton ticket, ne monte pas sur les fauteuils, mais il ne peut pas non plus te demander ça. On peut même donner l'exemple de la police, c'est-à-dire il faut que les enfants comprennent que tout le monde est soumis à cette loi. Il n'y a pas une personne qui n'est pas soumise à ces lois de préserver l'intimité. Et donc, expliquer que de la même façon qu'on n'a pas le droit de frapper, de tuer, eh bien, on n'a pas le droit de toucher. Bon, là, je vous explique en longueur, mais bien sûr, vous n'allez pas faire aussi long. Pour faire de la prévention et pour aller jusqu'au bout, il faut expliquer aux enfants aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, les parents, ils se disent, mais si j'explique aux enfants qu'est-ce qu'il faut faire, ça va être inquiétant, ils vont penser à ça tout le temps. Alors, ce que je réponds, c'est que quand les enfants vont tout seuls à l'école, eh bien, on leur explique, tu sais, quand tu traverses, tu dois faire attention, etc., etc. Et ça, c'est de la prévention et ça ne fait pas que les enfants pensent toujours aux accidents.
Eh bien, c'est la même chose. Il faut expliquer que si quelqu'un veut te faire ça, si quelqu'un veut te toucher, te regarder, te faire toucher, eh bien, à ce moment-là, tu dois t'opposer. Tu dois t'enfuir, tu dois te défendre, tu dois crier, tu dois répondre non. C'est-à-dire tout ce que tu ferais si on venait à te frapper. Et une chose très importante, c'est ne pas culpabiliser les enfants qui n'arriveraient pas à le faire. C'est-à-dire que parfois, les enfants, on sait bien que des choses comme ça ont lieu dans un environnement où il y a du pouvoir, dans un environnement proche. Et parfois, les enfants n'arrivent pas à dire non. Alors, il faut leur dire, tu sais, parfois, tu peux ne pas arriver à dire non, tu peux avoir peur, tu peux avoir honte. Peut-être que l'adulte peut te dire que c'est un secret, peut-être qu'il peut t'offrir quelque chose en échange, peut-être que tu veux pas faire d'histoire. Alors, dans ces cas-là, tu dois pas te sentir coupable. Dans ces cas-là, ce que tu dois faire, c'est en parler à quelqu'un de confiance. D'accord? Donc, quelqu'un de confiance, c'est papa, maman, généralement. Ça peut aussi être demander à voir un psychologue, quelqu'un qui est formé à ça, qui pourra agir discrètement. C'est important d'expliquer à l'enfant que la personne agira discrètement, sans faire de scandale, sans forcément dire que c'est toi, sans avoir peur de ce qu'il y aura après, et que on va l'aider. C'est des choses pour lesquelles on aide les enfants. Les adultes sont là pour aider les enfants dans ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, rappeler que ce sont des actes qui sont terribles, mais qui sont exceptionnels. Ça, c'est important. On en parle beaucoup en ce moment, et effectivement, il faut faire de la prévention sur tout type d'actes. Ce sont des actes qui restent exceptionnels. Alors, moi, je parle également aux enfants de cette histoire de bons secrets, mauvais secrets. Vous en avez sans doute entendu parler. On fait la différence entre un bon secret d'un adulte et un mauvais secret. Qu'est-ce que c'est qu'un bon secret? C'est une surprise, c'est un cadeau qu'on va faire, c'est quelque chose, ou alors quelque chose qu'on a envie qui ne se sache pas, mais dont on n'a pas honte. Et quand un adulte, par exemple, te demande de ne pas répéter quelque chose, de ne pas le répéter à tes parents, ou bien quand il te donne quelque chose en échange pour pas que tu le répètes, à ce moment-là, ça doit être un signal d'alarme pour toi. Également, expliquer, parce que souvent les enfants sont, quand c'est quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui est gentil, ils ont un peu de mal avec le fait que cette personne est gentille et puisse faire des choses comme ça. Eh bien, expliquer que être gentil en tant qu'adulte, c'est protéger les enfants. C'est notre rôle, c'est de protéger. Notre rôle en tant que parent, mais notre rôle en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, c'est de protéger les enfants. Et donc, expliquer aussi que le dire, c'est permettre de protéger non seulement lui-même, mais les autres enfants. Ça, c'est important de faire passer le message qu'il y a une protection aussi de protection des autres. Alors, à ce stade, à 7-8 ans, puisqu'il y a des enfants à partir de 7-8 ans, on s'arrête là. Et s'il y a d'autres questions, on va répondre. S'il y a d'autres questions qui viennent en rapport avec d'autres choses, vous savez, parfois les enfants, on leur dit quelque chose comme ça, et puis les enfants vont faire autre chose, vont rêvasser, vont... Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'ils ne nous écoutent pas. Ça veut dire qu'il faut digérer. Et donc, on reviendra là-dessus ultérieurement s'ils en ont besoin. Donc, par exemple, on peut dire, écoute, si tu veux, si tu as d'autres questions plus tard, ben, on pourra en reparler. Voilà, tu peux me dire et on peut en reparler. À ce stade de jeune enfant, on n'aborde pas des termes plus, on va dire, pratiques, juridiques, plus pas pratiques, mais plus techniques, pardon. On en reste à des termes qui sont ces termes-là. Voilà, vers 7-8 ans, on reste à des termes. Et puis, de toute façon, peu importe de nommer l'acte au niveau juridique, on va dire, ce qui est important, c'est de savoir quoi faire et qu'est-ce qu'il ressent. C'est-à-dire le protéger et puis ce que tu ressens. Alors, sur le ressenti des enfants aussi, c'est important pour les enfants de leur dire qu'il faut toujours être à l'écoute de ce qu'ils ressentent eux-mêmes. C'est-à-dire que si un enfant a un sentiment de malaise vis-à-vis d'un adulte, s'il a l'impression que quelque chose n'est pas normal, même s'il ne sait pas trop quoi, s'il sent quelque chose d'incohérent, de bizarre, ou bien que l'adulte, par exemple, va lui faire peur ou changer d'attitude, c'est-à-dire un adulte qui va être très gentil, excusez-moi, un adulte qui va être très gentil mais qui va d'un coup devenir très méchant. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il écoute le ressenti qu'il a, qu'il puisse en parler. Voilà. Et puis, vous pouvez dire, ben, tu sais, tu peux en parler
à moi, à papa, ou tu peux éventuellement en parler à un psychologue. Voilà, il faut savoir que les psychologues cliniciens, les pédopsychiatres, on est formé à ça, on est formé à repérer, on est formé à écouter, on est formé à faire de la prévention, pas seulement les psys qui sont dans le psychotrauma. Et donc, on peut tout à fait accueillir la parole d'un enfant. Donc, la subtilité, c'est de donner la vérité en étant rassurant. Et donc, ça, en tant que parent, je pense que vous savez faire parce que c'est des choses qu'on a à faire souvent, hein. Souvent, on dit à nos enfants, fais attention, ou souvent on lui dit, bah, par exemple, tu risques d'attraper froid si tu ne te couvres pas, d'accord? Donc, c'est pas anxiogène de dire à un enfant, tu risques d'attraper froid. Et pareil, si on choisit des mots simples, et là, je pense qu'avec ce qui s'est passé, c'est l'occasion justement, malheureusement, c'est une triste occasion, mais c'est une occasion de rappeler aux enfants cette histoire, donc encore une fois, de corps, d'intimité, d'atteinte à l'intimité, et puis enfin d'action concrète après. Alors, ce que je vous propose, si vous avez des questions là tout de suite avec les mots qui ont été dits et qui sont audibles pour les enfants, vous pouvez me les poser. Et si c'est clair, eh bien à ce moment-là, on peut passer à un espace adulte où on pose des questions entre nous. Voilà. Ok, alors j'ai reçu, merci beaucoup Claire pour tes précisions. J'ai reçu une question, je te la pose s'il te plaît. Y a-t-il un sentiment naturel chez un enfant d'éprouver un plaisir et d'être consentant et donc de ne pas en parler? Alors, je propose que ces questions-là, vous avez tous compris qu'il y avait 2 temps dans la conférence, d'accord? Donc là, je propose que les enfants aillent faire autre chose et puis qu'on puisse en discuter, parce que ça, c'est des nuances autour de l'ambivalence de l'enfant. Voilà, donc je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Si besoin est, hein, je pourrais revenir. De toute façon, il y aura un replay, Yardena, donc vous pourrez l'écouter. Alors, pour répondre à cette question, Yardena, y a-t-il un sentiment de plaisir? Tu peux me redire la question ou bien? Oui, Claire. Y a-t-il un sentiment naturel chez un enfant d'éprouver un plaisir et d'être consentant et donc de ne pas parler? Alors, c'est complexe comme question. Il y a une partie de plaisir même à se toucher soi-même dès qu'un enfant est tout petit, puisque ce sont des zones qui sont érogènes, ce sont des zones qui provoquent une sensation. La complexité avec un adulte qui abuse d'un enfant quand il a une posture sur lui, c'est que généralement, cet adulte est gentil, sinon évidemment, il raterait son coup. Et donc, il y a cette histoire de faire plaisir à l'adulte. C'est un peu complexe, hein. C'est un peu comme la question des femmes qui peuvent avoir du plaisir lors d'un viol, lors d'une agression sexuelle. Il faut dissocier le sentiment physique, qui est un peu un automatisme, hein, chez un être humain, et la notion de consentement. D'accord? J'avais fait une conférence, d'ailleurs, j'attire votre attention, avec Yardena il y a 2 mois. J'avais fait une conférence, comment réagir face à un proche qui nous avoue des violences, qu'il a subi des violences sexuelles. Et là, c'était destiné pour adultes et c'était dans le cas d'adultes, mais ça peut aussi concerner les enfants. Et donc ça, vous pourrez la revoir auprès de la plateforme de Yardena. Yardena, tu pourras la mettre, même le lien là, dans le chat. Oui, oui, bien sûr, je suis en train de la mettre. Alors, j'ai envie de poser la question à la personne qui me dit ça. Qu'est-ce qui lui fait dire justement qu'il y a eu un sentiment de plaisir? Est-ce que c'est une projection? Parfois, on a des projections d'adultes aussi sur les enfants. Ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup d'ambivalence quand c'est quelqu'un dans notre entourage proche. Et là, donc, j'espère qu'il n'y a plus d'enfants avec nous, mais sachez qu'il y a 70% des agressions sexuelles sur mineurs qui sont commises par un proche. Alors, nous, on a comme ça l'idée de la personne qui va montrer ses parties intimes dans un square, mais c'est vraiment pas la plupart des cas ce qui se passe. Et donc, c'est important d'expliquer à l'enfant que parfois, des adultes peuvent être malades et ne pas avoir compris, ne pas vouloir comprendre ou faire semblant de ne pas avoir compris cette loi, cet interdit qui est fondamental, hein, d'accord, et qui permet aussi, hein, parce que là je pense à l'inceste, la loi de l'inceste permet de préserver l'humanité, c'est une loi qui existe dans toutes les cultures. Et donc, pouvoir expliquer aux enfants que parfois, certains adultes, malheureusement, sont malades
dans leur tête. Alors, on n'emploie pas les mots fou, etc., parce que qu'est-ce que ça veut dire fou? Je ne sais pas trop. Et puis surtout dans la tête d'un enfant qui peut dire des fois, mais t'es fou ou quoi, t'es folle ou quoi. Et donc, on peut expliquer que ce sont des gens qui euh, comment on pourrait dire ça dans un langage adapté? Oui, qui ont quelque chose qui ne s'est pas fait normalement dans leur rapport aux autres. Voilà, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport à l'autre corps et dans leur rapport avec leur propre corps. Quelque chose en termes du respect qui ne s'est pas intégré. Voilà, après, ça, c'est une question un peu, les personnes peuvent me le poser après en privé. Si vous avez besoin de poser des questions, je peux répondre à certaines questions par mail. Alors, je réponds pas très rapidement, mais je réponds. Ça dépend du nombre de questions. Mais en tout cas, j'ai répondu souvent ces derniers temps, d'où ce Zoom collectif, parce qu'à un moment, je me suis dit que c'était peut-être plus efficace de dire ça pour tout le monde. Yardena, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas vu. Je peux ouvrir le micro. Tu peux ouvrir le micro, bien sûr. Voilà. La parole est à vous. Je vais réouvrir les micros afin que chacun puisse poser les questions. Yardena, là, les micros sont coupés pour tout le monde. Alors, là, je vois une question. Bonjour, à partir de quel âge on peut commencer à leur en parler? Alors, sur l'histoire de ton corps t'appartient, sur tes parties intimes, à partir de 3-4 ans, à partir du moment où on va leur dire que dans la douche, dans le bain, c'est eux qui vont laver leurs parties intimes. Souvent, souvent, les petites filles, elles ont besoin d'aide pour se rincer les cheveux, si elles ont les cheveux longs, ou même plus tard, et ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien de leur dire à partir de 3-4 ans, voilà, maintenant tu peux laver ton sexe, ton zizi, on nomme les choses, tu peux le laver tout seul et tu n'as pas besoin de moi, ça t'appartient. Ça, c'est de la prévention déjà. Sur les notions de consentement aussi, c'est de la prévention. J'avais parlé de ça dans l'ancienne conférence, c'est-à-dire que pour que l'enfant intègre que son corps lui appartient, son corps en général, on doit demander à un enfant s'il est OK pour nous faire un bisou, pour nous faire un câlin. Alors, ça peut paraître bizarre parce que sur nos propres enfants, on va pas le faire à chaque fois, mais l'idée, c'est par exemple, j'ai déjà vu des familles où quand le grand-père, la grand-mère arrive avec un cadeau, on va lui dire fais un bisou à papy, fais un bisou à mamie. Et il n'y a pas de raison d'obliger un enfant à faire quelque chose avec son corps. Ça, c'est de la prévention. Et donc, on doit dire, dis merci, etc. Mais exprimer sa reconnaissance, ça ne doit pas passer par le corps. D'accord? Alors, je pense notamment à une situation d'un enseignant, d'une enseignante, sans trop rentrer dans les détails, qui demandait aux enfants pendant la récréation de, de lui faire des câlins dans le dos, des dessins dans le dos avec quelque chose. Voilà, ça, par exemple, c'est très, très problématique en termes de posture parce que justement, la personne qui demande ça est un adulte et la personne qui est un adulte et un enseignant, eh bien, elle a la posture d'autorité. Les enfants ne savent plus trop parce qu'ils n'osent pas dire non. Et ça n'est pas normal. Ça ne doit pas exister. On ne doit pas demander à des enfants de nous faire des câlins dans le dos, de nous passer un stylo dans le dos, de nous masser. Ça n'est pas normal. Et ça, il faut expliquer aux enfants qu'on peut dire non. Hein, bon, là, ce n'est pas une agression sexuelle, la personne va nous demander, mais on ne fait pas quelque chose comme ça. D'accord? Ça, c'est déjà très problématique en termes de posture. Il faut expliquer aux enfants qu'on peut dire non tout en étant poli, tout en étant gentil. On peut dire non. Je ne veux pas. Voilà, ça c'est très important de le leur dire. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde le chat en même temps. Oula. Alors, Je reçois aussi des questions. Claire, tu me dis quand je peux te les partager. vas-y, je t'écoute. Alors, est-ce gênant de revenir plusieurs fois sur le sujet? Y a-t-il une limite pour ne pas embêter un enfant lorsqu'on sent qu'il sait des choses mais ne dit pas? Alors, quand un enfant, on sent qu'il sait des choses mais qu'il ne le dit pas, on peut lui dire, écoute, on ne lui dit pas, je sais que tu sais des choses et que tu ne le dis pas, parce que ça lui met la pression. On peut lui dire, écoute, je t'en parle et si tu as quelque chose à me dire, tu peux m'en parler, je suis là. D'accord? La limite, il ne faut pas harceler un enfant avec ça.
D'accord? Donc, alors c'est un peu particulier. Je ne sais pas s'il y a ici dans le Zoom des personnes qui étaient de la même communauté que les choses qui ont eu lieu, malheureusement. Ces enfants-là, il faut qu'ils puissent en parler. C'est pas le psychotrauma. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a, par exemple, j'avais reçu des enfants d'une classe puisque une maman avait mis fin à ses jours d'une manière très choquante. Et donc, j'ai reçu plusieurs enfants de cette classe, c'est-à-dire qu'on appelle ça le trauma par procuration. C'est pas uniquement les victimes, bien évidemment, les victimes sont certainement très traumatisées, elles ont de quoi, mais les enfants qui sont autour euh, sont traumatisés. Et donc, il faut pouvoir ouvrir un espace de parole avec eux en fonction de leur âge, en fonction de leurs demandes aussi. On peut pas leur dire il faut choisir le bon moment. Il faut le faire en général en 2 temps. Si la première fois l'enfant regarde ailleurs, et ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas entendus. Puis on peut leur expliquer, tu sais, je te dis ça, c'est pas pour te stresser, mais je te dis ça parce que c'est mon rôle de te le dire. De la même façon que quand tu traverses la route, je te le dis, je t'explique comment il faut faire. Là, c'est mon rôle de te le dire, j'ai l'obligation de te le dire. Alors après, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des livres et des supports. C'est que les livres, les supports, c'est un excellent moyen de parler de prévention avec les enfants. On peut s'asseoir avec le livre. Le livre, ça va être un médiateur entre notre parole et la parole de l'enfant. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Excès de pudibonderie. Tiens, j'aimerais bien rebondir. Une personne m'a posé ces questions-là. Ok. Alors, la tsniout, on va en parler. Et le lachon hara, on va en parler. Le lachon hara, les halakhot sont assez clairs. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une rabbinite, mais enfin, on sait bien que la limite du lachon hara, c'est protéger l'autre. D'accord? Ça, tout le monde le sait. Tous les gens qui ont étudié un peu et qui connaissent le lachon hara, ce n'est pas du lachon hara de dire que quelqu'un a fait du mal ou est dangereux, c'est une mitzvah. D'accord? Donc ça, il faut bien rentrer ça dans la tête. Dire, attention, cette personne fait du mal. Ce n'est pas du lachon hara, ce n'est pas une interdiction, c'est une obligation. Et donc, protéger les siens, c'est une obligation. Excès de pudibonderie, non, en fait, j'expliquais la dernière fois dans ma conférence que la loi du silence, qui pèse particulièrement dans notre communauté, c'est quelque chose qui nous met en danger. Pourquoi? Parce que les agresseurs savent très bien dans quel milieu leurs victimes évoluent. Ils savent très bien qu'on ne parle pas. Il y a des gens qui nomment pas le sexe, qui vont dire le macom. Et donc, on sait très bien, on se couvre, on se recouvre, on se cache, on se recache. OK? Et du coup, ils savent très bien que pour parler de ça, c'est des sujets qui sont extrêmement tabous et ils se disent que forcément, ils auront moins de risques d'être attrapés dans des milieux où il y a de la loi du silence. Ça, c'est la première chose. Excusez-moi, je fais des apartés du coup à la question sur la pudibonderie, mais c'est très important. Et puisqu'on est entre adultes, je vous en parle. Il faut savoir une chose. Pas tous les gens qui ont du pouvoir sont des agresseurs sexuels, bien évidemment. Seulement, quand quelqu'un a pour intention d'être un agresseur sexuel, il ne va pas choisir un métier comme épicier, vous comprenez? Parce qu'il ne va pas voir grand monde. Et donc, des places de posture, d'accord, sont des occasions. Alors, faire attention, il ne faut pas non plus transmettre aux enfants que tous les profs sont dangereux, mais il faut être au clair avec les enfants. Les postures d'autorité, on les écoute pour ce pourquoi elles sont nommées. D'accord? Un professeur, on l'écoute parce qu'il est nommé pour enseigner des choses et on ne va pas l'écouter sur le reste. Et d'ailleurs, on peut donner un exemple, mais écoute, ton professeur, s'il te demande de mettre un chemisier rouge, tu ne vas pas mettre un chemisier rouge, alors que s'il te demande d'apporter une règle, tu vas apporter une règle. OK? Et donc, c'est important. Il y a la posture d'autorité, et de toute posture d'autorité, on peut se défaire quand ça n'est pas dans le cadre. Je vous donne un exemple. Une stagiaire qui fait un café. C'est un truc très classique. Hein. On est stagiaire quelque part, on se retrouve à faire le café. Au bout d'un moment, on se dit, il y a un problème, là. Je ne suis pas faite pour faire le café. D'accord? Et c'est compliqué de s'extraire, parce que c'est un bon exemple, les stagiaires. C'est compliqué, on est là, on a envie de plaire. C'est très complexe chez les enfants. Les enfants ont envie de plaire à leur enseignant. D'accord? Il faut leur expliquer, ton enseignant, et donner d'autres exemples aussi, hein, parce que si vous donnez que l'exemple de l'enseignant, les enfants vont devenir flippés de l'école. Mais la police, par exemple, vous pouvez donner, par exemple, si on est arrêté par la police, la police peut nous demander nos papiers, fouiller notre sac, mais la police ne peut pas te demander de te mettre tout nu ou de toucher ses parties intimes.
D'accord? Vous pouvez dire ça, que tout le monde est soumis à la loi. Nous sommes soumis à la loi, les enfants et les adultes et n'importe quel adulte. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tac, tac. Question. Alors, Pourriez-vous nous conseiller des livres? Alors, comme je disais tout à l'heure, les livres qui sont faits par les psychologues et les pédopsychiatres, donc vous cherchez l'auteur. Moi, j'aime bien les livres de Catherine Dolto, c'est la fille de Françoise Dolto. J'aime bien la série Max et Lily, mais c'est pour les enfants un peu plus grands. Et par contre, je sais que le public juif religieux a du mal avec ces livres. Il me semble en tout cas que la prévention, c'est nommer les parties du corps, ton sexe, ton zizi, ton cucu, ta poitrine, tes seins. Il faut les nommer, ces choses-là. C'est intime. D'accord? Ça, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de tous les psychologues. La prévention, elle passe par les mots. On donne les mots. De la même façon qu'on dit interdit par la loi, punissable. Quand on parle à un enfant, agression sexuelle, tout ça, c'est pas des mots abus sexuel, attouchement, c'est pas des mots qu'il comprend. Atteinte à l'intimité, ça, c'est des mots dont il faut parler. Intimité, c'est un mot qu'il faut expliquer. Et je trouve que l'image, tout ce qui est couvert par les culottes, par les maillots de bain, par les tricots de peau, les parties en haut du corps d'une petite fille, ça, c'est extrêmement clair. Y a-t-il d'autres questions? Alors, vous pouvez les poser avec votre micro si vous voulez. Hein. Claire, s'il te plaît, j'ai vu le père de mes enfants toucher les fesses de mon fils. Il nie, il a 17 ans. Comment lui parler? Alors, donc c'est un papa, si j'ai bien compris, d'un enfant qui a 17 ans. C'est ça? Hein, je pense que c'est ça. Oui, à 17 ans, on ne touche pas les fesses de son enfant. C'est même sur des enfants plus petits. Euh, le contexte est toujours à prendre en considération. Je l'ai dit tout à l'heure, un enfant peut être touché par ses parents s'il est malade et s'il est petit. Je dirais à 17 ans, même s'il est malade, on ne lui touche plus son sexe à 17 ans. L'enfant nie, eh bien, alors ça, c'est ce qui se passe quand on pose trop de questions aux enfants, quand on les harcèle, quand on leur redemande le lendemain, le surlendemain. C'est pour ça que quand on parle à un enfant, on expose les choses plus court que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Vous avez compris que là, je vous ai donné des pistes, j'ai répété plusieurs fois la même chose, mais vous allez faire plus court. Euh, à ce moment-là, on lui demande, est-ce que tu as une question? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Est-ce que parfois tu t'es senti mal à l'aise avec l'adulte? Là, on est dans un cas particulier, Yardena, et je pense qu'il faut consulter quel est le rapport de ce papa à ses enfants. C'est sûr qu'on ne peut pas toucher les fesses de son enfant, c'est clairement un attouchement, j'ai aucun doute là-dessus. Merci Claire. J'ai une autre question, s'il te plaît. Quels sont les signes qui peuvent nous mettre en alerte chez nos enfants? Oui, question très importante. Je voulais en parler. Merci à la personne qui a posé les questions. Alors, là où c'est complexe, c'est que les signes qui peuvent nous alerter sont des signes qu'on retrouve, par exemple, dans le harcèlement, dans la phobie scolaire. Mais je vais quand même vous les dire. Alors, en gros, il y a pathologie, c'est-à-dire il y a problème, si on peut dire ça en français, à chaque fois qu'on voit une rupture dans le développement de l'enfant entre avant et après. C'est-à-dire un enfant qui était propre, qui ne devient pas propre, un enfant qui dormait, qui devient insomniaque, un enfant qui était bon élève, qui allait à l'école avec plaisir, qui ne veut plus aller à l'école, des maux de ventre. Alors, je rentre dans les détails puisqu'on est entre adultes, mais également tout ce qui est constipation, hémorroïdes, douleurs anales, etc. Ça, c'est des choses qui doivent nous alerter. Un enfant qui développe d'un coup une grosse agressivité, ou bien, alors c'est quand même le signe assez clair, un enfant qui refuse catégoriquement d'aller chez telle ou telle personne. S'il refuse d'aller chez tout le monde, on peut se poser la question, mais s'il dit non, non, je ne veux pas et qu'il se met dans des états pas possibles, là, effectivement, on peut s'inquiéter. De manière générale, à chaque fois que vous voyez votre enfant être dans quelque chose qui n'est pas habituel chez lui, alors c'est vrai qu'à l'adolescence, on peut avoir des choses comme ça. J'ai envie de dire que plus on est proche de nos enfants et plus on sait détecter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la communication avec nos enfants, elle est extrêmement importante, une communication qui est claire, sans tabou et sans culpabilisation. Parce qu'attention, un enfant peut culpabiliser euh, d'être victime, soit culpabiliser parce qu'il n'a pas eu le courage de dire non, soit culpabiliser parce qu'il se sent responsable. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, j'ai reçu d'autres questions. Moi, j'aurais une question, si c'est possible. Hannah. En fait, un enfant, par exemple, qui aurait eu une agression très, très jeune. Et parfois, ça arrive souvent que les gens se réveillent, entre guillemets, 10 ans, 15 ans plus tard. Et je sais que ça questionne beaucoup. Que ce soit les parents, que ce soit l'entourage. Deux questions. Une sur laquelle tu as répondu juste avant, où parfois, voilà, les signes peuvent, par exemple, à l'adolescence, au moment d'un mariage, d'une rencontre avec un couple. Donc ça, voilà, quels seraient les signes? J'aimerais bien savoir. Et en deuxième temps, comment ça se fait justement que parfois il y a justement des moments de silence très très longs où l'enfant va dire non, pas du tout, rien ne m'est arrivé, et bien des années plus tard va venir dire oui, poser des mots. Donc ça voilà, c'est... Merci, Hannah, pour ta question. Alors, j'avais parlé dans l'ancienne conférence, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'il y avait eu des questions aussi qui étaient très intéressantes. J'avais parlé de la sidération psychique. Un trauma sexuel génère une sidération psychique. Et une sidération psychique empêche de penser. Pourquoi? Donc, je vais le redire là. Lorsque on a... alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est une réaction normale et physiologique à quelque chose qui nécessite de notre part une action. Quelle est l'action? L'attaque ou la fuite. Par exemple, je traverse la rue, je vois une voiture qui arrive ou en trombe, eh bien, je vais avoir un coup de speed, d'accord, qui va me permettre de reculer, de me raidir, de réagir. Okay, quelqu'un veut m'arracher mon sac, voilà, si c'est pas trop traumatisant, si c'est dans un endroit où il y a du monde ou quoi, je vais crier, je vais rattraper mon sac. Parfois, les traumas psychiques sont trop importants. L'amygdale, pas celle qui est là, mais celle qui est dans une petite région du cerveau, l'amygdale devient saturée. C'est comme l'image, je peux vous donner l'image d'un tableau électrique où il y a un pétage de plomb parce qu'il y a trop d'électricité. Parfois, vous branchez un nouvel appareil, ça saute. Pourquoi ça saute? Parce que sinon, ça brûle. Pourquoi la personne, quand elle sature au niveau afflux d'informations au niveau de l'amygdale, c'est un moyen de survie. Sinon, elle meurt, la personne. Alors, il se peut qu'il y ait, donc, c'est ce qui explique justement le fait que les victimes, parfois, souvent, ne peuvent pas agir au moment même. Chez un enfant, c'est encore plus complexe parce que l'enfant ne comprend pas très bien. Moi, j'avais une patiente qui me disait, par exemple, j'ai mis des années à comprendre que ce n'était pas normal que mon père vienne dans mon lit et me fasse des attouchements. Il a fallu que je sois adolescente et que je parle avec d'autres personnes. En tout cas, ce moment-là on ne comprend pas trop, fait de la sidération psychique, fait que on ne sait pas comment réagir et on ne sait pas comment en parler, quels mots mettre dessus, surtout quand c'est quelqu'un de gentil, quand c'est quelqu'un de l'entourage. Et donc, ça ne sert à rien d'harceler l'enfant X fois, plus vous allez lui poser la question, plus il va se braquer. En revanche, quand un adulte, notamment tu parlais Hannah au moment d'un mariage, quand un adulte parle de ça, eh bien tout de suite on le croit. On ne va pas se dire, je l'avais dit dans la précédente conférence, il y a très peu en termes de pourcentage, c'est minime, de fausses accusations. Et donc on le croit tout de suite. On lui dit merci de ta confiance et on lui dit je suis là pour toi. D'accord? On ne parle pas tout de suite de, tu sais, il faut que tu portes plainte, il faut que tu fasses ça. Là. On accueille la parole, oh là là, ça doit être terrible pour toi. D'accord? Ça, c'est de l'empathie, donc avec des mots très simples. Et puis ensuite, je suis là pour toi. OK? Mais on croit cette personne. Si ça se révèle au moment des mariages, dans l'éventuel mariage, rencontre, chidour, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est normal, c'est que la personne, elle se reconnecte à son corps. Moi, je vois des jeunes filles qui sont formées à la Tarata Mishpacha et hop, ça revient, quoi. Ça revient comme si c'est un épisode qui est réouvert, comme si la personne avait oublié. Pourquoi elle a oublié? Parce qu'il y a le phénomène d'amnésie traumatique. On oublie parce que c'est simplement inconcevable. Dans le cas des enfants qui sont tout petits, ils vont oublier, d'accord? Alors, il y aura certainement une cellule d'urgence, etc. Ils vont en parler, il y a des consultations. On est nombreux psychologues dans la communauté à avoir déjà reçu des cas comme ça. Mais après, ça reviendra, je ne sais pas quand, je ne sais pas sous quelle forme. C'est sûr que l'enfant ne va pas y penser toute sa vie, tout le temps. D'accord? Mais ça reviendra à des moments clés. Je pense notamment à des femmes qui ont été agressées sexuellement et qui font des dépressions postpartum. Ça, j'en ai beaucoup puisque je suis spécialisée en psychotrauma et en périnatalité. Je reçois beaucoup de femmes qui ont soit des grossesses très anxiogènes, soit des dépressions postpartum. Et derrière, on voit souvent, quand la décompensation, quand la dépression est très forte, on voit souvent des problématiques d'attouchement, d'agression sexuelle.
Rana, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Vous comprenez que c'est du cas par cas, on est dans l'humain, d'accord? Euh, voilà, donc j'espère avoir répondu. Sinon, on n'hésite pas à me reprendre. Alors, merci Claire. Est-ce que je pourrais te poser d'autres questions? Alors, j'en vois là. Donc, tu veux que je réponde? Alors, je réponds aux questions que je vois sur le chat. Oui, parfait, vas-y. OK. Face aux nouvelles choquantes, comment ne pas rentrer dans une psychose? C'est une bonne question. Comment ne pas suspecter tout le monde? La question de la prévention, c'est une question de vigilance et pas d'obsession. Et c'est pour ça que c'est mieux d'en parler à ses enfants, d'en avoir parlé avant tout ce qui s'est passé. Maintenant, comment ne pas entrer dans une psychose? On ne peut pas entrer dans une psychose avec nos enfants parce que sinon, on va en faire des enfants qui ont peur de tout le monde, qui peuvent même développer une phobie sociale, hein, une anxiété sociale, ou perdre leurs habiletés sociales, leur façon d'aller chez les autres et d'être très sociable. Comment ne pas rentrer dans une psychose en faisant de la prévention? Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. C'est-à-dire, peut-être que malheureusement, ces drames-là vont enfin réveiller les gens sur la nécessité de faire de la prévention, la nécessité d'avoir des livres comme ça chez soi, sur le corps, la nécessité d'arrêter le tabou, la loi du silence. Sachez que ça me fait penser à l'Église, d'ailleurs, ce qui se passe dans l'Église. Plus il y a de tabous et plus ces choses-là sont cachées et plus ça fait des dégâts. Donc, il n'est pas question de suspecter tout le monde, mais il est question d'informer nos enfants. Et c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans des termes tout de suite très techniques. C'est pour ça que tout à l'heure, l'intervention était pour les enfants à partir de 8 ans et maintenant, on est entre adultes. On ne peut pas rentrer dans trop de détails. Ça doit être court, simple avec des enfants et ça doit être « je suis là pour toi » tout en étant vigilant. Donc, je vous ai parlé de troubles de sommeil, de troubles scolaires, de maux de ventre. Je vous ai parlé, pardon pour les détails, mais c'est important qu'on en parle, des hémorroïdes, des difficultés anales, des gros problèmes de constipation, des mycoses. J'ai oublié de parler des mycoses chez les petites filles. Donc, tout ça, oui, effectivement, ça doit nous alerter sérieusement. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps une agression sexuelle, mais ça veut dire que ça doit nous alerter. Autre chose pour répondre à la question, pour ne pas développer une psychose. Alors, simplement, il y a des moments qui sont le moment et il y a des moments qui ne sont pas le moment. Par exemple, quand un enfant part en colonie de vacances, oui, c'est le moment de faire de la prévention. D'accord? Clairement. De manière pas lourde, pas 10 fois, pas de la même façon qu'on va dire à un enfant, bah, en colo, tu restes pas tout seul, tu suis le groupe, et tu prends ta douche et tu n'oublies pas de te brosser les dents tous les matins et tu sais, tu vas être en collectivité. Voilà, en collectivité, c'est valable avec les autres enfants et également avec ceux qui sont plus grands, les moniteurs, les monitrices. Tes parties intimes t'appartiennent. Tu dois refuser qu'on vienne les toucher, qu'on te demande de les toucher. Et si tu as du mal à refuser parce que c'est compliqué pour toi, eh ben, c'est pas grave, tu peux nous en parler après, d'accord? Et quelqu'un agira pour toi, d'accord? Ça, c'est important. Ok. Alors, quand je dis c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est pas grave l'agression, ça veut dire j'essaye de déculpabiliser l'enfant. Il y a beaucoup d'enfants qui culpabilisent. Par exemple, dans des affaires comme il y a eu, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est complexe et c'est pas mon rôle de le faire, mais les enfants qui sont à l'origine comprendront peut-être que ils auraient dû parler et risquent de culpabiliser. Il y a beaucoup de mamans, par exemple, qui culpabilisent quand il y a un aveu d'inceste dans la famille et qui se disent j'aurais dû et peut-être j'ai pas été assez vigilante et j'aurais dû parler. Mais il y a aussi des enfants qui culpabilisent. Donc le but, c'est pas de les accabler. Ils ont peur de se faire gronder aussi quand ils en parlent. À un moment, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, il y avait une autre question. Ok, la question par rapport à l'enfant qui a 17 ans, ça c'est un cas particulier d'attouchement incestueux. Alors, il refuse de se faire soigner. Quand un enfant refuse d'aller chez le psy, il peut en parler au pédiatre ou le pédiatre peut lui en parler ou la pédiatre. Les pédiatres aussi sont très bien formés à la prévention des abus sexuels. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y en a pas mal. Yardena, je t'écoute. Alors, excuse-moi. Alors, comment peut-on apprendre aux enfants qui commencent à comprendre leurs différences vers 7-8 ans
et se regardent entre frères et sœurs. J'ai déjà vu mon fils de 7 ans toucher sa sœur de 8 ans. Il dit c'est pour rigoler, mais ça m'a inquiété. Ok. Alors, c'est très différent des enfants du même âge qui se touchent et des enfants d'âge différents. Par exemple, à 7 ans, quand un enfant est touché par un enfant de 15 ans, ça ne va pas du tout. À 15 ans, on est très conscient que ces choses-là ne se font pas. Et normalement, à 7-8 ans aussi. Mais s'ils ont le même âge, on va recadrer, d'accord? On ne va pas punir ou angoisser, mais par contre, on va dire non, c'est interdit. C'est interdit par la loi, c'est punissable par la loi. Et donc là, tu as 7-8 ans, tu n'as peut-être pas encore compris. Oui, ça t'amuse, c'est normal, ça t'intrigue. C'est normal d'avoir de la curiosité vis-à-vis de la sexualité. Je ne vois pas pourquoi les enfants n'en auraient pas. D'abord, les adultes aussi en ont. Et puis, on est curieux de toutes les nouveautés qui nous entourent. On peut être curieux d'une expérience X ou Y, d'un sport, et puis d'un corps avec tous les affects qu'il y a avec. Donc, c'est normal d'être curieux. Par contre, on ne touche pas. Donc, c'est important de rappeler la règle, de rappeler à la petite fille, tu t'enfermes quand tu es dans la salle de bain, de rappeler au petit garçon, le corps de quelqu'un d'autre ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de regard, et puis de lui dire, ça, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête immédiatement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci Claire, merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi qu'on ne fait pas un agresseur sexuel, hein. C'est ça où il ne faut pas non plus rentrer dans... Il y a de la curiosité. Il y a d'autant plus de curiosité, j'ai envie de dire, quand on nomme pas les choses, quand on n'a aucun livre, quand on cache tout. Par exemple, je sais que dans certains établissements scolaires, on va laisser certaines pages en cachant les parties intimes. Il n'y a pas plus excitant, entre guillemets, pour un enfant en termes de curiosité, hein, pas en termes de sexualité, mais d'enlever et de regarder ce qu'il y a en dessous. Enfin, je veux dire, on ne peut pas plus attirer l'attention qu'en faisant du tabou et qu'en faisant de la censure. La censure, on veut savoir, on est curieux. Et j'ai envie de dire, heureusement que les enfants sont curieux parce que, vous-même, si on vous donne un livre avec, je sais pas moi, une phrase avec un post-it dessus, vous allez arracher le post-it, quoi. Donc, c'est évident que plus on fait de ça un tabou, et plus justement, ça peut prendre des proportions qui sont graves, qui sont malsaines, et qui sont malsaines aussi sur la sexualité. Ensuite, des enfants plus tard qui deviennent adultes et qui associent sexualité et culpabilité. Ça ne fait pas bon ménage. Et ensuite, ça fait des couples qui ont beaucoup de mal dans leur intimité. Yardena, je t'écoute s'il y a d'autres questions. Je suis en train en même temps de répondre. Alors, je vois qu'il y a des gens juste qui sont en train de... Je me permets juste un petit aparté. Il y a des gens qui sont en train de rentrer. Alors, il faudra voir le replay. Et là, on est dans la partie sans enfants. La partie discours aux enfants a déjà été faite au début. Donc, je vous invite à regarder le replay. Là, on est dans la partie questions-réponses. Voilà. Yardena, je t'écoute. Merci Claire pour toutes ces réponses. Alors, comment réagir? Alors, j'essaie de répondre à toutes les questions, mais voilà. Comment réagir face à un enfant qui se touche ses parties intimes? Alors, je vous réponds en tant que psychologue. Un enfant qui se touche ses parties intimes tout seul quelque part, ça lui appartient s'il est tout seul. D'accord? On ne peut pas dire à un enfant ne te touche pas. Pourquoi on ne peut pas dire à un enfant ne te touche pas? Parce qu'un enfant à qui on dit ne te touche pas va se toucher davantage. Et qu'un enfant, alors quel âge il a? Alors, j'aurais bien aimé, s'il vous plaît, madame, que vous indiquiez l'âge de l'enfant. Il se touche pour découvrir tout naturellement, mais comment lui apprendre que certes, il découvre, mais qu'il y a des limites. Pas au moment où il se touche, en tout cas. Ça crée de la culpabilité. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais un enfant qui se touche, par exemple, à 3-4 ans, 1 an et demi, c'est normal qu'il se touche. Votre enfant va bien. Ah, il a 1 an et demi, j'anticipe, pardon. Eh bien, à partir de... C'est normal qu'un enfant petit se touche, il découvre les sensations qui vont avec, et c'est tout à fait normal, surtout pour les petits garçons. C'est difficile de vous répondre à partir de quel âge. C'est évident qu'à 15 ans, il ne se touche plus pour découvrir, mais qu'il a compris ce que ça procurait. Maintenant, on ne peut pas non plus être derrière les enfants, les vérifier tout le temps ce qu'ils font. S'ils se touchent, ils se touchent. Que voulez-vous que je vous dise? On peut pas, ça n'est pas possible de poursuivre nos enfants et de leur dire qu'est-ce que tu fais, c'est interdit de te toucher, c'est pas bien, etc., etc. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Il y a des enfants qui se touchent beaucoup parce qu'ils sont anxieux, il y a des enfants qui se réfugient derrière ça avec des comportements, avec de l'hypersexualité.
ben, on consulte pour ça. Qu'est-ce qui se passe chez cet enfant-là? On ne va pas tout de suite anticiper dans c'est un pervers ou bien au contraire, il a été agressé sexuellement. Ça peut être un espace pour un enfant qui est extrêmement anxieux. Voilà, c'est difficile de donner des réponses, hein, c'est du cas par cas. Là-dessus, je vous invite à... Ce que vous pouvez faire, je fais une petite parenthèse, quand vous avez une question comme ça, vous pouvez prendre un rendez-vous chez une personne spécialisée et en parler, d'accord? Et là, vous racontez un peu le contexte, votre vie, cet enfant, son développement, les frères et sœurs, et vous avez de la guidance parentale. Ça ne s'appelle pas une psychothérapie, ça s'appelle de la guidance parentale. Et ça prend 1 ou 2 séances et ça ne mange pas de pain, au moins vous avez des réponses adaptées. Donc moi, j'essaye de vous répondre dans la globalité, mais je ne vous connais pas plus que ça et c'est difficile d'apporter une réponse très précise. Alors, Yardena, je t'écoute. Beaucoup clair. On me demande, excuse-moi, je remonte. Alors, excuse-moi, est-ce que... Yardena, il y a des gens qui m'écrivent qui ne peuvent pas rentrer parce que on a atteint les 100 personnes. Eh bien, tu enverras le replay alors. Effectivement, j'enverrai le replay. Et tu as des questions, je te transmets. Oui. Alors, vous avez dit que 70% des agressions viennent de l'entourage. Comment est-ce possible d'avoir autant de personnes avec un déséquilibre de ce genre? Bonne question. Alors, je vais répondre plutôt autrement. Quand une personne veut agresser quelqu'un sexuellement, il prendra plus un enfant de son entourage qu'un étranger dans la rue. Pourquoi? Parce qu'un étranger dans la rue va hurler. C'est plus facile d'hurler quand on ne connaît pas la personne. C'est plus facile de se sauver, de crier, etc. Là, on est dans une bonne question, une question à propos des relations d'emprise. Qu'est-ce que c'est que les relations d'emprise? Bien évidemment, les prédateurs sexuels n'agressent pas quelqu'un qui viennent de voir pour la première fois. La relation d'emprise, elle se tisse pendant de nombreux mois, de nombreuses années, avec de la confiance, avec des petits cadeaux, avec, je ne sais pas moi, des bonbons pour les petits, et puis avec une relation de gentillesse, de présence, avec une certaine posture, d'accord? Un oncle protecteur qui viendra avec des cadeaux, quelqu'un qui écoute aussi. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes qui abusent de leur posture. Ça ne veut pas dire que 70% de la population est tordue, ça veut dire que simplement dans les agressions sexuelles, on se rend compte que la plupart des gens font partie de l'entourage parce qu'il est plus facile et il est plus tentant aussi. Hein. C'est des enfants, les personnes qui ont des pathologies sur la sexualité, eh bien, elles ont du mal à lutter quand elles voient des enfants tous les jours. Sachez que tout le monde peut faire un signalement. Tout le monde peut faire un signalement quand on a un doute sur un mineur. Tout le monde. D'accord ? Et donc, si vous avez un doute, vous pouvez faire un signalement, c'est tout à fait possible. Mais comment il y a autant de gens... Je ne voudrais pas faire des raccourcis du type c'est tous des frustrés sexuellement. Et il y a beaucoup de facteurs, c'est multifactoriel. D'abord, je pense à l'accès au porno. Il fut un temps où pour voir de la pornographie, il fallait rentrer dans un magasin glauque ou dans un cinéma et avoir peur de se faire voir. Aujourd'hui, avec les plateformes en ligne, c'est extrêmement facile et à tout âge de voir des contenus pornographiques. Les réseaux sociaux. Et puis aussi, je pense que les gens, peut-être, n'attachent pas assez d'importance à leur propre épanouissement personnel au niveau de la sexualité. Est-ce qu'eux sont épanouis dans leur sexualité? Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des non-dits? Est-ce qu'ils ne sont pas assez à l'écoute de ça? Ça, c'est un sujet encore très, très tabou. Et d'ailleurs, je crois que vous n'êtes que des femmes ici. J'invite aussi les femmes à se rapprocher. Il y a des gens qui font ça très bien dans la communauté. Je pense à Sophie Ruth Nataf notamment,
Et à d'autres à se rapprocher de est-ce qu'on connaît notre corps, est-ce qu'on sait ce qui nous fait plaisir, est-ce que c'est un sujet tabou ou pas. C'est important aussi d'être équilibré à ce niveau-là. Faut sortir de ce sujet tabou. Qu'est-ce que crée la frustration? On ne sait pas ce que crée la frustration. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Alors, une très bonne question. L'incidence de la pédophilie a-t-elle augmenté aujourd'hui ou bien c'est juste qu'on n'en entendait pas parler avant? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de libération de la parole et les victimes prennent la parole, d'accord? Et il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui est augmenté aujourd'hui. Par contre, il faut faire attention aux milieux très, très fermés, aux milieux qui sont justement des milieux coupés des autres, des milieux isolés, des milieux où on n'entend pas parler de prévention, où on n'entend pas parler de ces choses-là. Il faut faire attention parce que c'est des milieux, encore une fois, qui sont des comment on pourrait dire ça, des nids à prédateurs potentiels. Je ne voudrais pas dire qu'il y en a plus là-bas qu'ailleurs, mais en tout cas, quand, par exemple, on est un prof dans une école laïque et qu'on sait que dans les programmes d'éducation civique, il va y avoir un atelier, et quand on sait qu'on est regardé, checké, bah forcément, on a un peu plus peur que quand c'est un sujet tabou et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont se faire aider, il y a des gens qui vont voir des psychologues et qui disent, voilà, j'ai un problème d'attirance à l'égard des enfants, aidez-moi. Et il y a des centres pour ça, d'addiction sexuelle, d'attirance sexuelle sur mineurs. C'est très courageux de la part de ces gens-là d'aller dire ça. Ce n'est pas quelque chose de très glorieux, mais en tout cas, on peut être aidé, d'accord? On ne finit pas forcément prison ou en hôpital psychiatrique, on peut se faire aider. Ça aussi, c'est un message important. On peut se faire aider quand on a des attirances sexuelles qui ne sont pas ordinaires. Pouvez-vous nous donner plusieurs noms des collègues en quels vous avez confiance? Oui, je peux. Eh bien, écoutez, je vais répondre en privé parce qu'on est tout un peu débordé là avec ce qui se passe. Et là, on est dans la période de vacances et donc je ne voudrais pas là divulguer des noms de personnes. Je sais que moi et mes collègues là, on est assez débordé là de demandes, voilà. Mais je pourrais répondre en privé après m'être renseignée si ces personnes-là. On est nombreux, vous savez, tout le monde aurait pu, toute psychologue clinicienne aurait pu faire cette intervention. Je l'ai fait en toute humilité. J'ai pas plus de connaissances que quelqu'un d'autre. Simplement, je suis très sensibilisée à ça. Je suis maman et donc j'ai décidé de plutôt que de répondre à 50 questions en privé, j'ai décidé de faire ce Zoom. Mais il y a d'autres psychologues. Je ne suis pas la seule psychologue qui s'intéresse, qui est touchée à ça. Je ne suis pas la seule psychologue de la communauté religieuse. Vous avez d'autres qui sont très bonnes. Voilà. Merci Claire. Est-ce que je peux te transférer encore d'autres questions? Ok, allez. Ceux qui doivent nous quitter, il n'y a pas de problème. Une maman demande si elle aide son enfant de 4 ans à faire pipi le matin en lui attrapant sa partie intime. Est-ce que c'est OK ou non? Alors, c'est OK, il a 4 ans, hein, c'est vers ces âges-là. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a, c'est-à-dire pourquoi il n'arrive pas, est-ce qu'il vise à côté? Et dans ce cas, c'est le risque du métier, j'ai envie de dire. Ou est-ce qu'il a un problème, il n'arrive pas à tenir son zizi? Est-ce qu'il a peur de tenir son zizi? Il peut tenir son zizi. Vous voyez, faut pas. C'est ça le problème, à avoir des discours anxiogènes. Ça fait des petits enfants qui ont peur de se toucher. C'est un peu compliqué aussi. Donc là, on peut lui dire à cet enfant, tu sais, tu peux toucher ton zizi. Maintenant, tu vas commencer à être grand. Je n'ai plus besoin. On ne lui dit pas, j'ai plus le droit, d'accord? On lui dit, j'ai plus besoin de t'aider là-dessus. Alors regarde, voilà comment tu peux faire. Tu peux tout simplement attraper ton zizi et faire pipi. Puis c'est pas grave, si ça coule un peu à côté, c'est OK. Et puis si tu n'as pas très envie de faire pipi, tu iras après. Il n'y a pas de souci. Merci Voilà. Claire. Bonjour, pourquoi a-t-on l'impression qu'on a du mal à appréhender, condamner les agresseurs et qu'ils restent impunis et en liberté? Oui, c'était une même question. Oui, alors ça, j'en avais parlé dans la précédente conférence. Alors, on a du mal à parler du sujet. Même moi, j'ai du mal à parler du sujet là devant 100 personnes. C'est pas facile d'aborder ces sujets-là. D'abord parce que c'est des sujets qui nous angoissent, qui nous font peur. On ne veut pas rentrer, justement, quelqu'un disait, dans la psychose. On est, je pense, toutes maman ici. C'est effectivement assez angoissant.
Il y a d'autres sujets qui sont tabous, hein, la maladie mentale, la maladie psychique. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous, mais plus elles sont tabous et plus elles font des dégâts. C'est vraiment, si je devais vous donner un seul message, c'est celui-là. Plus les choses sont tabous, plus les choses ne sont pas nommées et plus elles font des dégâts. Si vous voulez faire de la prévention sur vos enfants, et vos enfants un jour deviendront parents, donc en agissant avec vos enfants, vous agissez même sur vos petits-enfants. Alors il faut vraiment arrêter le tabou, nommer les choses, nommer ce que c'est que le corps, les parties sexuelles, l'intimité, l'atteinte à l'intimité. Et pour sortir des affects et d'une dimension angoissante, il faut se rapprocher de la loi. Voilà, pour arriver à penser la chose, on se rapproche de la loi. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Et donc, on dit à l'enfant, on ne va pas lui citer des articles de loi, mais on dit à l'enfant, tu sais, c'est punissable par la loi, au même titre que te frapper ou vouloir te tuer. Alors ça, bien sûr, on ne va pas dire ça à un tout petit et pas en prévention, mais si l'enfant a des questions et s'il dit, ah bon, mais c'est punissable, et comment c'est punissable? Donc, lui expliquer que oui, il y a des lois pour ça, dans un pays où il y a des lois pour ça. Voilà. Alors, dernière chose, il reste impuni et en liberté parce que porter plainte, c'est long, compliqué. Alors, on a tendance à vouloir pousser les gens à porter plainte. Je parle de majeurs, hein, pas de mineurs. Il faut savoir que porter plainte, ça demande beaucoup de courage, que les victimes ne sont pas crues, ce qui est quand même le summum du comble de l'horreur, parfois même par leur entourage, et qu'il faut assumer aussi d'avouer d'avoir été agressé sexuellement. Les personnes qui portent plainte, vraiment, je vous félicite parce que c'est difficile. Les personnes qui portent plainte aussi, on leur pose beaucoup de questions à la police, des questions techniques, intimes, gênantes, des questions à propos de centimètres d'horaire, de flux, etc., des choses qui sont assez glauques. Et donc, il y a des gens qui ont peur de porter plainte. Et puis, il y a un nombre de plaintes qui sont classées sans suite. C'est des domaines où c'est difficile d'avoir des preuves. Alors aujourd'hui, on croit les enfants bien, et les adultes bien plus qu'avant. Mais il faut savoir que il y a encore 20 ans, la parole des enfants était beaucoup plus remise en question. Mais on avance, hein. Si je peux avoir un message d'optimisme, c'est qu'on avance. Aujourd'hui, l'harcèlement de rue, l'harcèlement sexuel, le harcèlement au travail, l'harcèlement des femmes au travail est puni. Les Américains, d'ailleurs, ont un train d'avance là-dessus, sur nous. Alors, j'écoute Yardena s'il y a d'autres questions. Oui, Claire. Alors, excuse-moi. Est-ce qu'une victime adulte qui a refait sa vie peut rester anonyme ou bien ça peut mettre leur propre famille en péril? Et auquel cas, peut ne pas vouloir témoigner? C'est-à-dire une victime adulte qui n'en aurait pas parlé à son conjoint, c'est ça? Est-ce que la personne peut me répondre en direct, en toute confidentialité? Le professeur demande comment aider nos élèves? Peut-on faire de la prévention et comment la faire en petite classe? Bien sûr qu'il faut faire de la prévention. Bien sûr qu'il faut faire de la prévention. Mais il y en a dans les écoles laïques. Il faut faire de la prévention avec des mots simples, adaptés à l'âge, avec des ouvrages qui sont faits pour les petits, bien évidemment. Et on fait cette prévention sous forme d'ateliers. On invite les enfants à poser des questions. Quand on est gêné par le sujet, on s'équipe de supports. Un support, c'est un excellent médiateur pour parler de tout, hein, pour parler de séparation, de maladie, de handicap, d'agression sexuelle, bien évidemment. Alors, la réponse, il a peut-être peur de mettre en péril sa famille et ne veut donc pas porter plainte. La plainte, c'est quelque chose, c'est un processus psychique, hein, d'accepter de porter plainte, c'est d'accepter d'être à découvert. Il faut avoir les épaules, il faut être entouré par sa famille. Donc, si la personne n'en parle pas à sa famille, c'est compliqué. Maintenant, si elle a peur de la réputation qu'aura cette famille, c'est bien dommage parce que la réputation de quelqu'un qui se bat, une personne qui porte plainte, elle ne porte pas plainte seulement pour elle, elle le fait pour elle, mais elle protège d'autres victimes. Souvent, les agresseurs sexuels ont agressé d'autres personnes, d'accord? Et donc, en portant plainte, elle sauve d'autres personnes. Puis tout à l'heure, il y avait une question, pourquoi ces gens-là restent en toute impunité? Eh bien, entre autres, parce que on ne porte pas plainte, parce qu'on a refait sa vie, parce qu'on a honte. Il n'y a pas de honte à dire qu'on a été victime, il y a une honte à être agresseur et pas avoir demandé de l'aide. Il n'y a aucune honte à être victime. C'est ça aussi, briser les tabous.
C'est-à-dire que si une personne, vous pouvez dire à cette personne, quand tu as été cambriolé, tu portes plainte. Quand tu as ton patron qui te fait un licenciement abusif ou du harcèlement, ou quand tu as un voisin qui est, je sais pas moi, parano, schizophrène, et tu portes plainte, d'accord? Ben là, tu dois porter plainte. Vous savez que j'ai porté plainte une fois pour un cambriolage à mon cabinet. J'ai hésité à porter plainte. Eh bien, j'ai expérimenté sur moi-même que ça fait beaucoup de bien de remplir des papiers, d'être interrogé et d'entendre le mot victime. Ça fait beaucoup de bien de se dire, j'ai pas rêvé. Ce que j'ai vécu, ça m'a vraiment détruit, ça me fait vraiment du mal. Et il y a des gens qui me croient et il y a des gens qui sont là pour nous aider. Je comprends que parfois les gens n'ont pas envie d'ouvrir, de réouvrir la boîte de Pandore, qui sont là, ils ont refait leur vie, ils sont heureux, etc. Ça leur appartient, cette plainte. Moi, je ne peux pas me mettre à leur place et leur dire quoi faire. Néanmoins, il me semble impossible d'avoir vécu quelque chose comme ça et de s'en sortir équilibré, sain, rassuré, sans être passé par la case « j'en parle ». D'accord? Donc, j'en parle à un psy, à un thérapeute, à un psychologue clinicien, un psychiatre. J'en parle à quelqu'un qui peut m'entendre, m'aider pour essayer de comprendre quel impact ça a sur ma vie, notamment quel impact ça a sur ma vie avec mes enfants. D'accord? Quel impact ça a? Est-ce que je deviens terrorisée vis-à-vis de mes enfants? Comment est-ce que moi, je gère ma frustration? Vous savez qu'en faisant de la prévention avec les enfants, on leur explique aussi ce que c'est que la tolérance à la frustration. La tolérance à la frustration, c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation d'un enfant. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. C'est quelque chose, nous, en tant qu'adultes, on fait face tous les jours à la frustration. Je ne peux pas gagner autant d'argent que je veux, je suis obligée de me réveiller le matin, d'aller travailler, je dois m'occuper de ma maison, je dois élever mes enfants, etc., etc. Et parfois, j'ai des frustrations, parfois, ça ne tourne pas comme je veux. D'accord? Parfois, un enfant, bah, c'est compliqué avec lui alors qu'on a donné le maximum. Si on n'est pas habitué à gérer la frustration, on a beaucoup de mal dans la vie. En faisant de la prévention avec nos enfants, on leur apprend aussi que les pulsions qu'on peut avoir ou les choses dont on a très, très, très envie, eh ben, on ne peut pas toujours les avoir et que c'est comme ça, c'est la loi. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit c'est la loi. C'est la loi auquel tout le monde est soumis. Alors, pouvez-vous éventuellement évoquer l'organisme Lève, ta voix? Je peux l'évoquer, il me semble que c'est très bien. Je n'y ai pas eu affaire personnellement, je n'ai pas écouté ces ateliers, mais j'ai confiance dans le Rêve Lemel et je pense que c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup, Claire. J'ai encore une petite question. Est-ce que je peux te la transférer? Oui. La maman demande si elle a parlé à sa jeune fille en lui disant que personne n'a le droit de toucher à ton corps. Est-ce qu'elle peut rajouter jusqu'à ton mariage, jusqu'à que ton mari te touche? Ou bien... Elle peut, mais alors à quel âge? Alors, ce qu'on peut rajouter, tiens, on va parler de ça puisque ça aussi c'est important. On peut parler de relations intimes. Alors là, c'est plus, on va dire, c'est pas le même âge, mais on peut expliquer que les relations intimes, eh bien, c'est les relations entre deux adultes dans le cadre d'un mariage, d'accord, puisqu'on s'adresse à un public juif, d'accord. Là, je vous parle adapté au public. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes façons de parler à un public différent, mais on peut dire les relations intimes, ton intimité, ensuite elle se partagera avec ton mari, avec ta femme, et puis dans le consentement. C'est vachement important de rappeler le consentement. C'est pas parce qu'on est marié avec quelqu'un que le consentement, c'est si deux personnes sont adultes et d'accord. Deux personnes adultes et d'accord. Merci beaucoup, Claire. Est-ce que... On peut aussi rappeler que l'intimité, les relations intimes, donc quelque chose entre deux personnes qui sont adultes et consentantes et qui ne peuvent pas se passer entre des frères et sœurs, entre des enfants et des parents. D'accord, ça dépend quel est le degré de la discussion, ça dépend quel est l'âge de l'enfant. Mais rappelez que chez les êtres humains, d'accord, ça ne peut pas se passer entre deux personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas consentantes, qui ne sont pas adultes ou qui sont de la même famille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à lire toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, ben, vous pouvez me la reposer dans le chat.
J'ai l'impression que je n'ai pas répondu à toutes les questions. À partir de quel âge commence-t-on la prévention? Eh bien, ton corps t'appartient, c'est tout petit, au moment où on dit à l'enfant que maintenant il n'a plus besoin de nous et qu'il peut se laver tout seul, donc 3, 4, 5 ans, 3, 4 ans. Et puis ensuite, atteinte à l'intimité, et ben ça, je pense qu'on peut en parler à partir d'un enfant, du moment où un enfant il est scolarisé, donc 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il faut en parler avant la puberté. Hein. Là, on voit que ce sont des enfants jeunes qui ont pu être victimes. Donc, il ne faut pas attendre que la personne ait les 15 ans. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai essayé de répondre, mais en fait, il faut remonter le chat. J'ai essayé de répondre à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, si vous pouvez nous les envoyer maintenant dans le chat, parce que c'est difficile de remonter l'historique. Voilà. Ou vous pouvez prendre le micro. Vous pouvez ouvrir. Alors, y a-t-il des femmes qui ont ce trouble et qui touchent des enfants comme ça? Oui, il y a des femmes. Ce n'est pas réservé aux hommes. Alors ça, c'est encore plus tabou. Mais oui, il y a des femmes qui, pareil, ne se sont pas fait aider, n'ont pas prêté attention à ça, ont eu peur de demander de l'aide. Et bien sûr, ça arrive aussi de la part des femmes, pareil, qui ont des postures de pouvoir, donc des enseignantes, des directrices ou parfois des grands-mères. Oui, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes. Ça, j'en profite pour rappeler qu'il y a un petit peu cette image que les hommes ont plus de pulsions et qu'ils ont... Les femmes aussi peuvent avoir des pulsions, bien évidemment, bien sûr. Quelque chose qui ne s'est pas développé harmonieusement dans le développement, ça peut toucher des hommes et des femmes. Merci beaucoup pour ta réponse, Claire. Alors, bonjour. Connaissez-vous une thérapeute en Israël spécialisée dans ce domaine? Alors, tiens, une bonne question. Quelle autre thérapie alternative peut aider? Je vais vous répondre très franchement, et pas parce que je suis psychologue clinicienne, mais parce que en tant que maman et en tant que personne qui peut consulter pour aussi diverses raisons, hein, même dans la médecine. Quand on a un problème grave, on va voir quelqu'un qui est spécialisé dans ce problème grave. Il ne s'agit pas de difficultés à se concentrer à l'école ou de gérer ses émotions, où là, effectivement, on peut aller voir un thérapeute. Il s'agit de sujets pour lesquels les gens doivent être formés. Les professionnels que vous allez voir doivent être formés à recevoir des enfants, à accueillir la parole des enfants, mais ils doivent aussi être formés dans la connaissance du corps et dans la connaissance du trauma psychique, avec l'impact que ça a eu. Et donc, non, pour ce genre de choses, on ne va pas voir n'importe qui, on ne va pas voir un thérapeute, on ne va pas voir quelqu'un qui fait des médecines alternatives parce que c'est un problème grave, c'est un problème de santé mentale et qui a des impacts graves sur le corps, sur le psychisme, sur le développement de la personne, sur sa famille, sur ses enfants ultérieurement. Donc, pour ces problématiques, on ne va pas voir, c'est mon avis, hein, puisque vous me posez la question, je vous réponds, ça n'engage qu'à moi. Mais si j'étais concernée, je n'irais pas voir quelqu'un qui a une thérapie alternative, de la même façon que si une personne a un cancer, elle va voir un oncologue et pas quelqu'un qui est ostéopathe ou qui fait des huiles essentielles. C'est ma réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par contre, ce que je peux vous dire, puisque vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a des thérapeutes en Israël? En Israël, ils ont un train d'avance sur nous dans le sujet concernant les ateliers en groupe. Rapprochez-vous de Sophie Ruth Nataf, qui aura certainement des coordonnées de personnes de confiance à vous transmettre. Ouais, j'espère vous avoir répondu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va s'arrêter. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez m'écrire. J'ai eu un site internet où il y a un espace où on peut m'écrire. C'est uniquement moi qui reçois les messages. Voilà. Et puis, vous avez posé aussi la question d'autres thérapeutes. Donc, je vous promets de me renseigner. Qui est-ce qui a de la place encore dans les personnes voilà. Alors, c'est sûr que s'il y a caractère d'urgence, on reçoit des personnes en urgence, d'accord? J'ai beaucoup travaillé les 2 dernières semaines, mais s'il n'y a pas caractère d'urgence, eh bien, tranquillement, à la rentrée, vous pouvez trouver. On est plusieurs psychologues de la communauté juive et toutes aussi compétentes. Voilà. Alors, oui, excuse-moi, il y a Hannah Pardo. Est-ce que tu veux prendre la parole? Bonjour, Hannah. Alors, le son. Est-ce que c'est bon?
Donc, vous pouvez m'accepter pour que je puisse parler. Masquer, on n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez accepter pour que je puisse parler? Parce que c'est bloqué. Non, ça va, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Moi, j'ai envoyé quelques questions qui n'ont pas été prises en compte. Les dernières, là, qui sont un petit peu une conclusion, même si je n'ai pas tout pu écouter depuis le départ. Mais bon, je pense que tu as dû globaliser la situation et... Alors, je veux bien que tu les reposes, Rana, parce que je m'excuse par avance. Il y a beaucoup de questions. J'ai du mal à répondre, à regarder le chat. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions, mais je t'écoute. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, poser une question? Oui, Merci. je relis les questions que j'ai posées. Le cadre familial est-il suffisant pour se faire aider et être en sécurité pour qu'un enfant parle et se sente en sécurité? Est-ce que c'est suffisant d'en parler dans le cadre familial? C'est bien ça ta question? Oui, et est-ce que c'est assez sécurisant pour un enfant en sachant que après tout ce débat que tout le monde mène depuis quelques semaines et quelques jours et des années, il y a aussi le débat à commencer à ouvrir sur ce qui se passe au sein de la famille propre et qui enclenche des tabous parce qu'on ne peut pas parler face à papa, maman, parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'on ne va pas nous croire, ou parce qu'au sein de la famille, il se passe déjà des déviances subtiles, psychologiques ou pas. Merci de ta question. J'attire l'attention que les violences psychologiques peuvent amener à des violences sexuelles parce que quelqu'un qui est soumis à des violences psychologiques, il est soumis à des relations d'emprise. Et donc, c'est aussi, vous avez compris, un terrain propice pour des agressions sexuelles. Est-ce que le cadre familial est suffisant? Alors, la présence d'un tiers, elle facilite le dialogue dans des situations qui sont comme ça très sujettes aux affects, en particulier quand il y a de la famille. Quand on a des petits, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu étais là, c'est important de leur expliquer, je redis ça, que l'atteinte à l'intimité, c'est quelque chose qui est interdit, qui est punissable par la loi. Leur expliquer ce que c'est que les parties intimes, ce qui est couvert par des sous-vêtements, ce qui est couvert par un maillot de bain. Et puis ensuite, leur expliquer que personne n'a de droit sur leur corps, d'accord, y compris leurs parents. Et de leur expliquer, à partir du moment où tu as 3-4 ans, tu peux te laver ton zizi, tes fesses tout seul, tu n'as plus besoin de papa et maman. Et ensuite, hors d'un cadre de soins, c'est-à-dire hors un cadre de t'es malade, tu dois être soigné, tu as un problème, tes parents n'ont plus à toucher ton intimité. D'accord? Donc, ça n'est plus possible de toucher ton intimité, de toucher tes parties intimes. Tu peux les nommer. Moi, je suis pour les nommer, hein, ton sexe, tes fesses, etc. Tu te débrouilles tout seul parce que tu peux te débrouiller tout seul et parce que ça t'appartient. D'accord? Et l'intimité, ça ne se passe pas entre enfants et ça ne se passe pas entre personnes de la même famille. Ça, c'est important de parler de ça. Il y a aussi des psychologues très compétents hors communauté. Oui. Alors, merci Hannah, c'est une très très bonne question. On m'appelle souvent, d'ailleurs j'aurais dû le dire, on m'appelle souvent pour me dire est-ce que tu as un psychologue de la communauté pour parler de ça et de ça. Alors, je me demande, bon déjà, pourquoi la communauté? Non, mais c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un de la communauté. N'importe quel psychologue clinicien est formé à respecter le cadre de vie de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sa sécurité, d'accord? Un cadre de vie, un cadre religieux, c'est la sécurité dans l'individu. Ce sont ses repères. On ne va pas à l'encontre de ces repères. N'importe quel psychologue formé, digne de son non-juif ne dira jamais à un juif, mais c'est n'importe quoi ce que vous pratiquez, ce que vous faites. On n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil et on respecte. Moi, j'ai des patientes musulmanes, protestantes. Je pose des questions sur ce qui est leur valeur et je prends en compte ça. Et c'est plus facile, tu as raison, de parler parfois à des psychologues qui ne sont pas dans la communauté. Alors, je voudrais préciser que ce n'est pas ma question, celle-ci, Ah, et que c'est pas grave, au contraire, c'est bien qu'elle ait été posée parce que je suis d'accord avec toi. Mais pour revenir à mes questions premières, si tu peux aller encore, si tu as quelques minutes pour aller un peu plus loin, quand le parent ne peut pas sécuriser son enfant et lui dire clairement ce que tu as dit qu'il fallait dire, ton corps, c'est ton corps, personne n'y a droit, on ne peut pas te le toucher. Ça, d'après moi, il n'y a pas d'âge.
Il faut le faire dès la naissance. Il faut l'habituer à ce que les caresses et tout ce qui est tactile a une limite et un contexte. Maintenant, quand les parents n'ont pas cette capacité, ou parce que c'est difficile de verbaliser certaines choses qui ont lien avec la sexualité, ou parce qu'eux-mêmes ont été victimes ou autres, parce qu'on prend les cas extrêmes pour aller plus vite, ou bien parce que malheureusement, il y a une petite ambivalence ou une petite déviance de l'un des parents. Et là, à ce moment-là, tout son discours va aller dans le sens de qui va le protéger en tant qu'adulte et à lui, aux parents, et puis ce qui va être possible pour lui en tant que X, Y, Z va pouvoir être dit. Et ce que j'aurais voulu aujourd'hui, après tout ce qu'on entend, c'est que quelqu'un aille un petit peu plus loin, peut-être dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, en disant que justement, ça ne suffit pas d'en parler au sein de sa famille, parce que parfois, l'enfant ne se sent pas en sécure sur ce sujet-là, il va être banni, et on a beaucoup dans nos différents métiers, dans nos différents accueils, des personnes qui n'ont pas osé parler quand ils ont été abusés sexuellement ou ne serait-ce que psychologiquement, c'est aussi de l'abus et de l'agressivité et de l'agression. Et malheureusement, ils n'ont que le lieu ou le lien familial ou le lieu communautaire qui va surprotéger malheureusement une personne qui peut être déviante. Donc, ce que j'aimerais entendre de ta part, parce qu'on se connaît depuis longtemps, c'est justement de proposer une deuxième partie en disant que malheureusement, souvent, les victimes ou les personnes un peu perdues, ce n'est pas qu'elles sont dans le tabou, comme c'est facile de le dire, c'est qu'elles sont dans l'impuissance de pouvoir aller parler ailleurs. Et là, l'inceste et l'emprise et les problèmes justement qui sont liés dans le cadre familial et qui sont propagés au-delà de la famille père, mère, enfant, peut aller à l'oncle, le rabbin, etc. Où malheureusement aujourd'hui, il faut être clair, il faut préparer l'avenir de nos enfants et comme tu as dit, de nos petits-enfants, en disant les choses clairement. Dans la communauté, dans toutes les communautés, dans toutes les ethnies, dans toutes les religions, il y a le même problème. Si la Torah nous parle de Noach et après elle nous parle des filles de Sélophrad, etc., il faut étudier, il faut savoir de quoi on parle et le risque, il est partout. Donc ma question, elle est simple. Quand dans le lieu familial, l'enfant ne peut pas trouver recours, il faut, je pense, trouver comment l'aider à aller voir ailleurs et à se faire aider par une amie, par un adulte, etc. C'est une bonne question et c'est important hein, ce que tu soulignes. On peut, quand on a du mal à parler de ça avec ses enfants, soit parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a, tu as parlé de petite ambiguïté ou de grosse, eh bien, on peut aller voir avec ses enfants quelqu'un qui va aider à libérer la parole, un psychologue. On explique à l'enfant que on aimerait lui parler de certaines choses avec les mots justes et qu'on va aller en parler à quelqu'un qui va nous aider. Et c'est pareil, c'est pas une psychothérapie, c'est de la guidance, c'est de la médiation, et qu'on puisse parler avec un tiers de ce qui s'est passé. Là où c'est complexe, c'est qu'il faut expliquer aux enfants, c'est que parfois, même des gens qui nous aiment, qui sont proches de nous, peuvent nous faire du mal. Mais ça, tu peux pas le dire dans la prévention, c'est vraiment du cas par cas par rapport à... Parce que si tu dis ça à des enfants juste... dans le cadre de la prévention, ça peut être extrêmement anxiogène. Mais s'il y a dans la famille des choses graves, eh bien, on peut expliquer que parfois les adultes, ça ne suffit pas d'aimer un enfant, il faut le protéger et le respecter. D'accord ? Voilà. Quand dans la famille, dans la cellule familiale, quelqu'un touche mon corps, quelqu'un me fait des caresses, eh bien, cette personne-là me met en danger psychique et physique. D'accord ? Parce que notre corps, on est intimement lié à notre corps nous appartient, mais que parfois, même au sein de la famille, c'est dur à dire, mais c'est important ce que tu soulignes, que parfois, même au sein de la famille, il peut y avoir des personnes qui ont un problème, qui ont une pathologie, ça dépend quel âge ont les enfants, mais qui n'ont pas compris, ou qui font semblant de ne pas comprendre, ou qui n'ont pas admis, ou qui ne veulent pas nous protéger et nous respecter. D'où l'importance pour la prévention de respecter le corps de l'autre et de demander l'autorisation de respecter les parties intimes. Alors, Hana, pour répondre juste à ta question, moi, on m'a sollicité pour de la prévention dans des cas, entre guillemets, simples. Là, tu cites des cas qui sont plus complexes. Je peux être à l'écoute, je peux répondre en dehors de mon cabinet. Pour des gens qui auraient des problématiques comme ça, vous pouvez me joindre et je pourrais vous répondre même en dehors du cabinet. Alors, Claire, je pose cette question sur le Zoom, non pas une question personnelle, mais une question
justement qui me semble urgente et nécessaire à faire en deuxième partie, que ce soit par toi, par Rav Brand, par Rav Eman, etc., qu'on cautionne, par Rav Lemel, qu'on cautionne ou pas tout le monde est attiré par les mêmes personnes, je la pose de manière générale parce que au sein de mon travail, j'ai travaillé justement avec des enfants qui ont vécu l'inceste et ils sont devenus très pathologiquement malades et qui ont dû être mis dans des hôpitaux psychiatriques. Maintenant, je pense que c'est urgent d'informer la communauté que parfois les enfants ne trouvent pas la sécurité et l'encadrement suffisant pour se faire aider dans ce qu'ils ont vécu. Et quand les bouches s'ouvrent, ils vont commencer 20 ans, 30 ans, 40 ans après à ouvrir leur bouche et à dire ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils n'ont pas senti maman disponible à ça, ils n'ont pas senti papa protecteur à ce sujet. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin parce que malheureusement, il y a au sein des familles des personnes qui ne se sentent pas en sécurité et qui n'ont pas toujours la force d'aller parler à un ami ou un tiers qui est en dehors de la famille proche, ou bien même dans la famille, le rabbin qui va couvrir. Et ça, je le dis de manière générale, même s'il n'y a pas quelque chose de dramatique au sein de la famille. Ça veut dire qu'une agression psychique ou une agression physique, quelle qu'elle soit, au niveau 1 ou au niveau 10, parfois les enfants ne savent pas vers qui se retourner parce qu'ils ont peur d'être exclus. Et aujourd'hui, on vit exactement ça. Donc, c'est important, si ça t'intéresse, bien sûr, pour tout le monde, de faire une deuxième partie sur ce problème d'insécurité verbale des enfants. Je pense que ce qui est le plus efficace dans cette deuxième partie, c'est de faire des ateliers à l'intérieur des écoles, des ateliers destinés aux enfants, faits par des psychologues. Tu cites des rabbinim pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Les rabbinim ne sont pas assez formés à la maladie psychique en général, que ce soit dans les conséquences d'agressions sexuelles, de traumas sexuels, que ce soit des troubles du comportement alimentaire, que ce soit des dépressions graves, que ce soit, voilà. Et donc, ce sont des psychologues qui doivent le faire. Maintenant, en toute honnêteté, on se méfie beaucoup des psychologues dans les milieux religieux. J'ai déjà du mal à entrer dans les écoles pour parler de harcèlement scolaire, qui est un sujet beaucoup plus light, qui peut avoir aussi des répercussions graves, mais qui est un sujet beaucoup moins tabou. Après, si une école m'invite à en parler, je le ferai volontiers parce que je trouve que c'est important. Mais il faut prendre exemple des écoles laïques là-dessus, où on fait des ateliers ensemble. Et du coup, c'est pas mal pour les enfants parce que parfois, une question qu'ils ont du mal à poser, un autre enfant va la poser. Et la parole, elle est libérée, elle circule avec des professionnels formés à ça. Des professionnels qui ont l'habitude de rencontrer des enfants, qui ont malheureusement l'habitude d'entendre des problématiques non seulement d'agression, mais des problématiques incestuelles et qui peuvent répondre et qui peuvent trouver les mots justes. Quand à la maison, il n'y a pas la sécurité, parce que papa et maman ont du mal avec ces sujets ou bien parce qu'eux-mêmes ont été victimes, alors il faut qu'il y ait des choses qui soient proposées à l'extérieur. Moi, j'ai donné l'idée d'aller consulter quelqu'un à deux, mais la meilleure idée, ce serait de faire des ateliers dans les écoles. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est que chacun prend des initiatives là et là, mais les gens ont du mal à se réunir. Même moi, ce Zoom, j'aurais préféré le faire en collectif avec d'autres personnes, mais chacun fait sa petite sauce de son côté. Moi, je n'ai pas énormément de temps, je ne fais pas partie d'une institution pour contacter les gens, mais j'ai déjà été contactée par plusieurs personnes, plusieurs grandes institutions, et ça s'arrête là. C'est-à-dire, on me demande, vous voulez bien en parler? Oui, après, ça s'arrête là. Voilà, Tout à fait. Et pourquoi ça s'arrête là? Parce que c'est des sujets. En fait, les gens, il y a deux peurs. Il y a la peur d'angoisser les enfants et il y a la peur du Lachon Hara. Et j'ai commencé par ça, Hana, en expliquant que n'importe qui connaît les lois du Lachon Hara, c'est que protéger des victimes, ne pas le dire les choses à cause du Lachon Hara, c'est protéger les agresseurs et c'est mettre en danger des victimes. Et donc, le jour où les gens auront compris qu'il faut parler, je pense que c'est ce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris qu'un rave peut servir à définir ce qu'il y a dans la Torah, ce que la Torah peut nous apporter, mais à ne pas prendre, et surtout pas, le rôle du psychologue, du psychiatre, du médecin, etc. Bon, il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais les choses évoluent chez chacun. Je ne suis pas psychologue, mais je suis conseillère en relations humaines. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que tout ce qui éclate parce que tout le monde en parle, donc c'est facile. Mais si ça s'arrête là,
on ne va pas aider les enfants. Pour aider les enfants, comme tu dis, il faut faire des préventions à l'école et on doit faire des préventions à tous les niveaux. Il faut avoir peur de rien. Il est temps de réagir. Il y a beaucoup trop de victimes, que ce soit des victimes de personnes déviantes ou des victimes de gens qui sont dans la Torah, des éducateurs, des rabbins qui font des ravages aujourd'hui et tout le monde ose parler, les langues se délient. C'est un peu tard au bout de 20 ans ou de 30 ans, mais on peut tout récupérer, on peut tout réparer. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est important, si toi tu es consciente de ça, de faire une deuxième partie. D'accord. Merci, Rana. En tout cas, Rana a terminé sur quelque chose de positif. Oui, tout est réparable. Les gens ce n'est pas une fatalité d'aller mal quand on a été agressé sexuellement. On peut, aujourd'hui, il y a des prises en charge, des thérapies. On peut aller bien. Je connais personnellement des gens qui réussissent à mener une vie équilibrée, épanouie. S'il y a des soins nécessaires, s'il y a des prises de conscience. Moi, je dis toujours à mes patients dans la psychothérapie, l'acceptation précède le changement. Si vous voulez changer, il faut déjà accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, accepter qu'il y a de la souffrance, accepter qu'il y a eu de la déviance, que vous venez d'un milieu insécure, d'un milieu psychologiquement violent, d'accord? Et l'acceptation ensuite et le travail avec beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, on fait ce qu'on peut, d'acceptation de soi aussi, d'acceptation de ses limites, d'accepter que ça prenne du temps. Eh bien, on peut s'en sortir. Et plus encore, parmi les gens qui prônent contre la violence sexuelle, il y a beaucoup d'anciennes victimes. Et donc ça me donne beaucoup d'espoir qu'on peut en faire quelque chose et on n'est pas obligé, quand on est ancienne victime, de transmettre la parole, etc. Mais quand on le fait, ça a d'autant plus de poids et d'autant plus de valeur. Et en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir qu'on peut s'en sortir. Il y a bien sûr des possibilités de s'en sortir. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Donc Si ça ne te dérange pas, il y a 2 mains levées, puis on s'arrête là pour toi, Claire. Okay, ça marche. Alors. iPhone, alors elle n'a pas de nom, c'est depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux, voilà, je te demande de réactiver le micro. J'ai pas de nom, ça s'appelle iPhone. Alors, voilà, tu peux pas réactiver le micro d'iPhone, alors si tu n'as pas son nom. Tu as beaucoup d'iPhone ou tu n'en as qu'un? Attends. Ah non, il n'y en a plus. Voilà, là je t'ai réactivé le micro. Est-ce que tu peux prendre la parole? Regardez là, il me semble que tu n'as pas réactivé le micro de la personne qui a levé la main. J'appuie depuis tout à l'heure pour réactiver, mais... Alors, ce que je vous propose, madame, c'est de poser votre question dans le chat, éventuellement. Vous pouvez me la poser en direct ou à tout le monde. Je la transfère en anonyme. Une dernière question. Si notre enfant de 3 ans tape nous tape, nous pouvons lui dire de ne pas frapper, mais fais-moi un câlin? Non, on ne peut pas demander à un enfant, fais-moi un câlin. Non, un enfant, il fait un câlin s'il a envie de faire un câlin. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un enfant fait avec son corps ce qu'il a envie. On ne donne pas d'ordre à un enfant, fais-moi un câlin. Et puis, le câlin, ça ne remplace pas de dire ses émotions, de dire pourquoi voilà, on est en colère, pourquoi... alors, sur des tout petits, effectivement, quand un tout petit fait une crise, prendre cet enfant dans les bras, lui faire un câlin, il ne va pas lui demander son autorisation, ça permet de le calmer, de l'apaiser. Mais je redonnais cet exemple d'un adulte qui demande à un enfant de le masser ou de lui faire des caresses, ça, c'est non, c'est pas possible de faire ça. Ça peut nourrir des choses, ça peut être le signe de déviance. On ne fait pas ça, on ne demande pas à un enfant, fais-moi un câlin. Ce serait comme si on demandait à un enfant, s'il te plaît, tu peux m'aimer? Non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Un enfant est libre de faire un câlin à qui il a envie de faire un câlin, et un enfant n'a pas à culpabiliser non plus de ne pas faire un câlin ou de ne pas faire un bisou. Ça lui appartient. Alors, les parents peut-il ou doit-il être présent dans une consultation? Alors, le parent peut-il ou doit-il être présent dans une consultation? Comment se fait le lien aux parents? Quand on reçoit des enfants, on reçoit toujours des enfants avec les parents, d'accord, des enfants mineurs. La première consultation, voire la deuxième, parce qu'un enfant, il arrive avec une histoire, un enfant, il n'arrive pas de nulle part, et que donc ses parents racontent quelque chose de lui, hein, même si on coupe le son, même la façon dont ils interagissent dit quelque chose. Tout à l'heure, Hannah parlait, il y a des enfants qui sont en insécurité avec leurs parents, et ça, on le voit en tant que psychologue, hein, des enfants qui ont peur de leurs parents, etc., ou des enfants, au contraire, qui sont très en sécurité.
Je pense à certaines psychologues qui ne font pas le lien après avec le parent et qui mettent un peu le parent à l'écart. Alors, il est vrai qu'en consultation, l'enfant va davantage s'exprimer s'il est seul, d'accord? Mais on fait le point ensuite avec l'autorisation de l'enfant, on fait le point avec le parent, on fait des séances. Alors, quand un enfant est en danger, clairement, on va lui dire, voilà, regarde, on va parler à papa et maman et je vais t'expliquer comment on peut faire, on va le faire venir, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, comment tu veux qu'on dise. Mais il est évident qu'on ne garde pas ça pour soi, contrairement à d'autres choses qu'un enfant pourrait nous raconter, où on dit, bon, bah voilà, ça c'est le secret professionnel, ça, on n'en parle pas à papa et maman. D'accord? Là, on est dans un cas de violence sexuelle, dans un cas de relation d'emprise. Même s'il n'y a pas de violence sexuelle, sachez que les relations d'emprise de la part d'un parent et les violences psychologiques sont aussi un terreau, sont aussi un terrain fertile aux agressions sexuelles. J'espère avoir répondu à la question. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais je vois encore une question, Yardena. Désolée, Claire. Peut-on demander à un enfant de nous faire un massage sur le haut du dos, par exemple, habillé? Non. Ça dépend quel âge l'enfant, mais bon, non, on ne peut pas demander masse-moi le dos, quoi. Non, parce que l'enfant, il n'a peut-être pas envie, parce que l'enfant, il le fera parce qu'il ne veut pas nous décevoir, et parce que l'enfant va intérioriser qu'on peut faire des choses avec son corps pour faire plaisir à l'adulte. Et on fait plaisir à l'adulte en faisant un dessin, en faisant quelque chose qu'il veut, voilà, en se comportant bien, en exprimant avec des mots ses émotions. Mais on ne fait pas plaisir à l'adulte en le touchant. Si un adulte a besoin d'un massage, eh bien, il va chez un kiné dans un institut. Merci beaucoup, Claire. C'est pas facile de répondre à ces questions. Alors, je vois, on va poser, je vous écoute. Alors peut-être, s'il vous plaît, les personnes qui ont déjà posé leurs questions, si vous pouvez enlever votre main levée, comme ça on arrive à voir. Elisheva, si tu peux poser ta question. Voilà. Et après, je pense qu'on va arrêter pour toi. Ça va être... Alors. Bonjour. J'ai une question par rapport à un enfant dont a du mal avec les hommes. Par exemple, ma fille, elle est rentrée en 5e et elle a eu, pour la première fois de sa vie, un professeur homme en tant qu'SVT. Elle m'a tout de suite, elle a rigolé et ça lui a posé problème. Maman, tu te rends compte, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, quand il y a des cours de soutien aussi, elle me dit tout de suite, est-ce que ça va être un homme? Je ne veux pas. Est-ce que, par exemple, quand c'est un professeur de piano, est-ce que, bon, voilà. Mais elle s'était focalisée sur son professeur d'SVT. Bon, elle n'a pas apprécié non plus c'était qui le personnage, mais elle s'est focalisée en disant que c'était pas... voilà. C'est important d'ouvrir la parole avec votre enfant. Explique-moi pourquoi. Alors, quand on dit la question pourquoi tu veux pas, ça fait un peu jugement. Mais on pose plutôt une question ouverte. Qu'est-ce qui fait? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu ressens quand il y a un professeur homme? C'est quoi ton ressenti? Raconte-moi. Voilà, je voudrais comprendre. Maintenant, on ne peut pas non plus évoluer dans un monde où il n'y a pas d'hommes et imaginer que tous les hommes sont des agresseurs sexuels parce qu'on ne s'en sort pas et parce que c'est faux. Donc, c'est quoi la problématique? C'est qu'elle est gênée vis-à-vis des hommes. À partir de quand la gêne, elle est normale et pathologique? Ça, c'est vous et votre enfant. C'est un cas particulier. J'ai du mal à répondre à ça. Voilà. Donc, on ne peut pas interdire, on va dire, le cours avec cette personne-là, on va dire. Alors, si vous avez des doutes que cette personne-là a pu commettre des attouchements sur les enfants, vous devez faire un signalement. Et vous pouvez, d'accord, en tant que vous n'êtes pas obligé de passer par l'institution, par l'école, vous pouvez tout à fait contacter le service et puis voilà, contacter les services et puis dire voilà, il y a faire un signalement même si vous avez un doute. Mais sinon, non, on ne peut pas interdire que dans une école, il y a un professeur homme. Ça me paraît impossible. Je ne sais pas dans quelle école est votre fille, mais est-ce que vous avez des doutes? La question, elle est un peu floue. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, eh bien, il faut en parler. Et si vous n'avez pas de doute, à ce moment-là, il faut parler à votre fille et essayer de voir avec elle qu'est-ce qu'elle ressent et dans quelle mesure ça lui pose un problème. Dans une attitude ouverte, dans une attitude où vous ne la harcelez pas de questions, mais vous lui dites, je voudrais comprendre, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, si votre fille a peur de tous les garçons, de tous les hommes, peut-être que ce serait bien qu'elle puisse consulter pour savoir si elle n'arrive pas à vous parler à vous, qu'est-ce qui se joue
en elles. Alors, je pense aussi au trauma transgénérationnel. Parfois, il arrive que des parents ont été abusés et que quelque part, ça crée de l'anxiété, ça crée du traumatisme de manière inconsciente dans les générations à venir. Je ne sais pas si, du coup, je vous dis ça, c'est une piste qu'on peut explorer, mais j'en sais pas plus, ça c'est un cas particulier. D'accord. Donc, mais si elle veut pas faire son cours de soutien avec cette personne-là, on peut pas la forcer, quoi. Non, alors, ce n'est pas pareil. Le cours de soutien en privé, c'est pas à la même dimension qu'un cours avec un prof en public. Moi, ça me questionnerait si ma fille me Elle n'a disait, pas rencontré, mais elle me dit tout de suite, elle me pose la question, maman, c'est un homme ou c'est une femme, quoi. Mais alors, quand je lui dis ça, elle me dit tout de suite, non, je ne prendrai pas le cours, quoi. On ne connaît pas la personne. Ok, eh bien, c'est questionnant quand même comme attitude. Il faut essayer de questionner. Qu'est-ce qui se passe chez votre fille? Ça peut être un signal d'alerte. J'ai parlé tout à l'heure des signaux d'alerte. Ça peut être un signal d'alerte. Ne pas vouloir se retrouver toute seule avec un homme, tout à fait. Ça peut être quelque chose, c'est quelque chose qui doit vous alerter en tant que maman. Claire, merci infiniment pour cette intervention. Je pense qu'on va mettre fin, car c'est déjà... Ça marche. Claire, merci infiniment. Je t'entends plus, Yardena. Ouais. Merci à toi, merci aux gens qui étaient présents, merci de votre confiance. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, peut-être par écrit plus tard à Yardena. Et je vous invite, la conférence qui a été donnée il y a 2 mois, comment réagir face à un proche qui nous confie une agression sexuelle. C'était aussi une conférence d'1 heure, mais qui a été suivie de questions aussi très intéressantes. Je vous invite à vous connecter. Yardena a mis le lien, mais sinon, Yardena, tes conférences, on les trouve ouvertes sur YouTube, je ne sais pas. Voilà, je viens de retourner le lien pour accéder à ton replay. Et puis, si quelqu'un a besoin de ton mail, je transférerai les questions. Voilà, Yardena, tu peux envoyer aussi toi en MP sur ton... Alors, de toute façon, tu as une page Facebook, Yardena, où tu postes les conférences. C'est bien ça? C'est accessible à tous? Comment ça se passe? À tous. Insta, je vais transmettre le replay pour que tout le monde puisse visionner. En tout cas, merci infiniment, Claire. Merci à vous. Toute l'information, c'était vraiment magnifique. Merci. Merci à tous ceux qui sont là, parce que chaque personne qui prend de son temps et qui écoute, elle contribue à changer le monde. Sans changer le monde, des fois on se dit, mais on ne va pas y arriver, on est une petite goutte dans l'océan. Chaque personne qui écoute, qui transmet, eh bien, elle œuvre. Et oui, ça fait 20 ans que les choses, elles évoluent peu, mais là, elles sont en train d'évoluer. Donc, je reste optimiste qu'on va vers des choses meilleures, mais il faut continuer à œuvrer et à en parler. Voilà, merci à vous. Shavu Atov. Je vous dis à bientôt. Salut Yardena. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.